Je renais en serpent, mais je me retrouve infusé dans une liqueur médicinale, dans un bocal où, à part moi, il y a d'autres créatures infusées. Apparemment, celui qui fait macérer veut nous transformer en 5 cascades de vin. Je réfléchis à comment m'échapper. Quand soudainement j'ai terriblement faim. Impossible de résister, je me retourne et fixe ces créatures infusées mortes depuis longtemps. Je les avale tout cru en surmontant le nausée, et contre toute attente, j'active le système d'évolution par ingestion, il suffit de manger pour gagner des points d'énergie. Ces points d'énergie permettent d'augmenter les 5 attributs de base. Une fois ces attributs au maximum, je peux passer directement au stade supérieur. Le système a quintuplé la toxicité. Mais ce grand bocal en terre est impossible à escalader. Alors que je m'inquiète, un homme pousse la porte et entre. Je me couche vite pour faire le mort. L'homme, perplexe devant le bocal, se demande pourquoi il ne reste qu'un seul serpent. Mais il doit livrer demain, alors il en remet 4 autres, pendant qu'il ouvre le couvercle. Je lui crache du venin au visage, puis je file vers la porte. Je dépense vite un point d'énergie pour activer le radar du système. Dehors, c'est une zone résidentielle, et à 1 kilomètre, il y a une grande montagne. Si je peux atteindre cet endroit, je serai totalement libre. Mais plusieurs grandes routes barrent le chemin. Je décide d'attendre la nuit pour m'enfuir. Je me glisse d'abord dans un bosquet voisin. Au bout d'environ 10 minutes, quelques pompiers accompagnés de chiens de recherche arrivent en toute hâte sur les lieux. Tout le monde sait que le nez d'un chien est extrêmement sensible. Je me tortille pour me faufiler dans un trou bas, où je découvre un bouc émissaire. J'aurais bien voulu le tuer, mais il est parfait pour endosser la responsabilité. Je crache du venin pour l'engourdir. Puis je le pousse petit à petit vers l'entrée du trou. Peu après, j'entends une série d'aboiements féroces à l'extérieur. Le bruit s'apaise progressivement. Je sais que le danger est temporairement écarté. Au milieu de la nuit, je sors lentement du trou. En regardant la montagne lointaine, mon ventre trahit encore ma faim. Heureusement, un raccourc non loin dans la terre. Les rats sont si mignons, impossible de le laisser filer. Mais la méthode d'ingestion des serpents, avaler tout rond, me met très mal à l'aise. Je pense, si seulement je pouvais avoir des dents. Le système détecte mon désir de modification et lance le plan de transformation des organes. 10 points d'énergie permettent d'échanger contre un point d'évolution. Dès que j'aurai accumulé assez de points d'évolution, je pourrai obtenir l'organe désiré. En regardant le plan de transformation dans le système. Peut-être pourrais-je vraiment évoluer en dragon. Cependant, ces plans puissants, je n'ose même pas y penser pour l'instant. Après 8 heures de chasse acharnée, j'ai accumulé 400 points d'énergie, échangés contre 40 points d'évolution pour remplir les attributs. Je eus ma première grande progression, accompagnée d'une douleur déchirante, après quelques minutes. Je me sens plus gros et plus épais d'un tour. L'évolution a enfin réussi. Je suis maintenant au niveau 2 de bête sauvage. En atteignant le niveau 10, je deviendrai une bête unique. Ensuite viennent 3 grandes étapes, soldat bête, général bête et roi bête. Après avoir compris la hiérarchie, je me dirige vers la route pour la traverser. Alors que je suis à mi-chemin, un type aux cheveux blonds avec une fille arrive à plus de 300 km/h en moto. La fille crie pour se défouler et filme la course avec son téléphone. Voyant la roue sur le point de m'écraser, je saute de toutes mes forces sur le côté opposé de la route. La scène dangereuse est filmée par la fille. Il s'arrête vite et regarde la vidéo. Confirmant qu'il s'agit bien d'un grand python, ils appellent immédiatement la ligne d'info des actualités. Le lendemain, l'info passe à la télé, un brasseur s'est fait mordre par un serpent infusé depuis 2 ans et demi, dont le venin est 5 fois plus fort que la normale. Les internautes spéculent sur une mutation, car récemment, il y a eu pas mal de mutations, des poules qui dansent, des visages humains sans mérite. Et même un renard à 9 queues. Pendant ce temps, les débats en ligne font rage, mais moi, je suis déjà caché dans une montagne profonde. Après 2 jours de route, épuisé et affamé, je rouvre le radar de la carte. Je découvre un nid de serpents dans une grotte voisine, tous en hibernation. Je rampe prudemment jusqu'à eux. Un petit par un petit, après avoir dévoré plus d'une centaine de serpents, j'obtiens 90 points d'évolution. Cela me permet de monter de 2 niveaux. Je trouve un coin sûr pour évoluer, et je découvre que ma durée de vie n'est plus que de 5 ans. Mais si d'ici 5 ans j'atteins le stade de soldat bête, je gagnerai 10 ans de vie supplémentaire. Le lendemain, je descends à la rivière pour me baigner. En me séchant au soleil sur la berge, soudain un cri d'aigle retentit dans le ciel. Je suis clairement repéré par un aigle. Une idée me vient immédiatement à l'esprit. Bien que je ne sache pas encore voler, j'ai un radar tridimensionnel. Je fixe les mouvements de l'aigle, faisant semblant de ne pas réagir. L'aigle pique soudainement vers moi. À 5 mètres de moi, je lui crache du venin au visage, aveuglant ses 2 yeux d'aigle. Puis je mords fermement son cou. Jusqu'à sa mort, il n'aura pas compris comment il s'est fait contre-attaquer. Après avoir mangé cet aigle, j'ai un mauvais pressentiment. Je rallume le radar. Je découvre plusieurs points bleus. Le rouge représente un danger extrême, le bleu un danger modéré. Le jaune signifie un équilibre des forces, le blanc aucun danger. Je ne sais pas ce que sont les points bleus. Mais ils arrivent rapidement près de la rivière. Je me cache dans un buisson et distingue enfin leur apparence. Ce sont 5 chasseurs de serpents professionnels, bien équipés. En écoutant leur conversation, je comprends enfin, ils ont accepté une prime de 500 000 de l'Institut de recherche pour capturer un serpent spécifique. Puisqu'ils sont venus pour moi,
je sais que je dois les éliminer un par un. Après tout, dans ma vie antérieure, j'étais aussi un chasseur de serpents. Je connais trop bien leur tactique. En voyant l'un d'eux prendre du retard, je me suis précipité et je lui ai mordu le bras. Après m'être caché dans les bois, je me suis retourné pour me faufiler dans les forêts. Les premiers gars se sont retournés. Ils ont tiré 2 coups à vide dans ma direction. La portée de ce fusil à pompe est limitée. De loin, quand ça touche, ça fait mal, mais ça n'a même pas percé mes écailles de serpent. Ils ont laissé un homme pour s'occuper du blessé, les 3 autres ont poursuivi. Les 2 chiens de chasse couraient le plus vite. J'ai promené les chiens dans les bois en cercle. Quand les chasseurs de serpents sont arrivés sur place, les 2 chiens étaient déjà froids. Furieux, ils criaient qu'ils allaient m'écorcher vif. Tandis que les 3 avançaient, j'ai fixé le dernier. J'ai lancé une nouvelle attaque surprise. Une fois réussi, je me suis caché derrière un arbre. Un homme a voulu se précipiter. Mais son camarade l'a arrêté d'une voix forte, « Tu vas te faire tuer, cette bête a clairement de l'intelligence. Il faut nous éliminer un par un. » Le chasseur de serpents s'est calmé et s'est empressé de soigner la blessure de son compagnon. Mais à ce moment-là, 2 coups de feu ont retenti au loin, suivis d'un cri. Les 2 hommes sont devenus blêmes de peur, l'idée de battre en retraite leur est venue. Il ne restait que 2 sur les 5. S'ils ne couraient pas, ils risquaient tous de mourir ici. Fixant les 2 hommes que j'avais mordus, j'ai soudain aperçu, à côté du paquet de médicaments éparpillés, une petite baille rouge. À l'instant où j'ai vu ce fruit, un désir de l'avaler vivant m'a envahi. J'ai immédiatement activé le système pour le scanner. Fruit de neige spirituelle, un fruit étrange contenant une grande quantité d'énergie spirituelle. L'ingérer pouvait me donner 10 000 points d'énergie. J'étais ravi, j'ai pris le fruit dans ma gueule. Mais cet endroit n'était évidemment pas sûr, il fallait trouver un terrier rapidement. Mais à ce moment-là, le gars que j'avais mordu tout à l'heure, titubant, a braqué son fusil sur moi. Heureusement, il était sur le point de s'évanouir. Les 3 billes d'acier ont seulement effleuré ma peau. Ressentant une douleur perçante, je me suis enfui au loin. À ce moment-là, les 2 autres, qui n'étaient pas blessés, sont revenus. Pour éviter qu'ils ne me poursuivent, je me suis jeté dans l'eau du lac. Serrant les dents, j'ai nagé sur plusieurs centaines de mètres. Je ne sais pas combien de temps j'ai nagé, mais j'ai aperçu un radeau de bambou devant moi. Après m'être assuré qu'il n'y avait personne autour, j'ai grimpé dessus et me suis évanoui. Le fruit de neige spirituelle dans ma gueule a été avalé. Bien que mon corps ne puisse plus bouger, j'avais encore un peu de conscience. Je ne sais pas combien de temps a passé. Soudain, un bateau de pêche est apparu devant moi. Mon cœur a fait un bond, je me suis dit que cette fois, j'étais fichu. Mais contre toute attente, la petite fille sur le bateau a insisté pour me sauver. Cette fille avait un physique étrange. Depuis son enfance, elle attirait les petits animaux. Son père et son grand-père, voyant la situation, ont décidé de me ramener à la maison pour me soigner. Je n'ai pu m'empêcher de soupirer, j'avais vraiment rencontré des gens bien. 7 jours ont passé, et ma blessure était presque guérie. Au début, à part Yunru, tous les autres membres de la famille avaient peur de moi. Mais comme je n'avais jamais montré d'activité, ils se sont peu à peu habitués. Surtout le petit frère de Yunru, qui aimait toujours venir dans ce débarras où j'étais. Au début, son grand-père pensait que j'étais dangereux, mais plus tard, il n'arrêtait pas de dire que j'étais intelligent. En regardant ce petit vieux tout fier, je me disais que si j'avais été un autre serpent, son petit-fils serait déjà devenu un casse-croûte. Pendant ces jours de cohabitation, j'ai en fait développé une connexion avec Yunru. Le système a même ajouté une compétence de télépathie. Si la valeur de télépathie atteignait 80, on pouvait communiquer par onde cérébrale. Si la télépathie pouvait s'étendre, on pourrait même contrôler les objets par l'esprit, voire les réprimer. Je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir, est-ce que les humains pouvaient aussi muter? En regardant Yunru, tout excité, j'ai rapidement scanné son corps avec le système. Yunru était non seulement au niveau 9 de bête sauvage, mais sa valeur de télépathie atteignait 99. Et elle possédait 2 compétences divines innées. Bien que je sois devenu une bête, au fond de mon âme, j'étais toujours un humain. Yunru serait peut-être à l'avenir mon intermédiaire avec les humains. Ayant cette connexion, je l'ai immédiatement remercié. Je l'ai remercié de m'avoir sauvé la vie, et j'en ai profité pour dire que je m'ennuyais enfermé dans la pièce et que je voulais aller dans la cour prendre le soleil. Dès que Yunru est parti, j'ai ajouté plus de 1000 points de purification. Après avoir bataillé pendant une demi-heure, je suis resté bloqué sur le timing, incapable de percer. Le système m'a indiqué que l'énergie spirituelle était insuffisante pour évoluer. Je n'avais d'autre choix que de continuer à me prélasser au soleil. Juste à ce moment-là, le père et le grand-père de Yunru sont rentrés, en voyant que j'avais encore grossi d'un tour. Leurs yeux montraient clairement de la peur. Après tout, j'étais un serpent. Il fallait que je parte vite une fois guéri. En entendant le grand-père se plaindre des sangliers qui ravageaient les récoltes, j'ai rapidement demandé à Yunru de transmettre un message. Le père de Yunru a cru que sa fille délirait. Il disait qu'un serpent ne pouvait pas comprendre le langage humain. Voyant cela, j'ai hoché la tête vers lui. Le grand-père est resté abasourdi. Il s'est empressé de me saluer les mains jointes, alors, je te confie cette tâche, vénéré serpent immortel. J'ai pris congé de Yunru. Je me suis mis en route pour trouver le sanglier. Comme mon corps m'empêchait de percer, j'ai décidé d'utiliser mes points pour monter en niveau. J'ai porté mon niveau de crachat de venin au niveau 4. Non seulement la portée atteignait 12 mètres, mais la toxicité était multipliée par 15. Il me restait un peu plus de 100 points d'expérience.
Cette capacité était clairement réservée à la survie. L'utiliser sur un sanglier, c'était un peu du gâchis. Je me suis accroupi dans le bosquet à côté du champ de légumes, attendant. J'ai patienté jusqu'au milieu de la nuit. 10 points bleus sont soudainement apparus sur la carte. Je me suis rapidement retourné pour regarder au loin. Parmi ce groupe, il y avait 2 vieux ennemis. Cette fois, ils avaient non seulement apporté des fusils de chasse, mais ils avaient aussi amené 5 chiens de chasse féroces. Une lueur de férocité traversa mon regard. Cette fois, je devais les éliminer tous d'un coup. Voyant cela, j'ai directement activé ma pression mentale. Les 5 chiens furent instantanément assommés. En voyant mon imposante masse, ces 10 gars tremblaient de peur. Ils poussaient des cris stridents. Je ne m'attendais pas à ce que cette technique soit aussi puissante. En les maintenant tous sous contrôle, j'ai injecté du venin à chacun, puis brisé leurs os un par un. Je ne me suis arrêté qu'après avoir entendu des craquements. J'ai fouillé leurs affaires pour voir s'ils avaient un appareil photo ou un dictaphone. Après avoir cherché longtemps, je n'ai trouvé que des biscuits et des médicaments. Ces objets ne me servaient à rien. J'avais pensé à les rapporter à Yunro. Malheureusement, je n'avais ni main ni pied, je ne pouvais rien emporter. Les 5 chiens n'ont pas été gaspillés. Je les ai tous avalés d'un coup. Mais la chair humaine, je n'ai toujours pas pu m'y résoudre. Je suis retourné dans la nature pour continuer mon affût. Jusqu'au milieu de la nuit, un point bleu est soudain apparu sur mon radar. J'ai cliqué sur l'image 3D pour regarder. Ce sanglier roi était presque aussi grand que moi. À mon avis, c'était l'un des meilleurs spécimens parmi les bêtes, vu qu'il avait une peau épaisse et une chair dure. Je n'avais pas l'intention de l'affronter de front. Je me suis perché sur un arbre et j'ai attendu qu'il s'approche tranquillement. Quand il fut assez proche, je lui ai craché un gros molar directement dans l'œil. La douleur corrosive a rendu le sanglier fou furieux. Un poison 15 fois plus puissant, ce n'était pas une plaisanterie. En seulement 10 minutes, ce sanglier roi a rendu l'âme. De retour chez Yunro, je lui ai indiqué l'emplacement du sanglier. Le père de Yunro a rapidement appelé quelques personnes pour monter dans la montagne et ramener le cadavre. Comme j'avais encore l'estomac plein, je n'ai pris que la moitié de la viande du sanglier roi, les laissant se partager le reste. Maintenant, je m'ennuyais et je regardais une vidéo avec Yunro. Dernière nouvelle, récemment, au fond de la mer de Chine méridionale, un squelette géant a été découvert. Le squelette mesurait environ 10 mètres de haut, sans tête. Mais il avait 4 bras. Une épée géante, faite d'un matériau inconnu, était plantée dans sa poitrine. En regardant le reportage, j'étais plutôt rassuré. L'émergence de ces monstres est phénomène mystérieux. Cela me fournissait une excellente couverture. Encore une quinzaine de jours passèrent. J'avais prévu de partir en montagne profonde pour chercher une occasion d'évoluer. Mais la famille de Yunro m'a retenu de toutes ses forces. Surtout son père, Agi, qui était le plus sincère. Chaque jour, il m'apportait des quantités de poulet, canards, poissons et viande. Pendant ces 2 semaines, les incidents de monstres blessant des humains empiraient. Même dans ce village où je me trouvais, beaucoup de volailles commençaient à devenir folles et à attaquer les humains. Peu de temps après, le chaos régnait partout dans le monde. Je pouvais aussi clairement sentir que l'énergie mystérieuse dans l'air devenait plus lourde. Cette agitation m'énervait particulièrement. Mais depuis qu'Agi et son fils avaient mangé la viande de sanglier, ils sentaient une force mystérieuse renforcer leur corps. À ce moment précis, le sol a soudainement commencé à trembler violemment. Mon instinct m'a dit que c'était mauvais. J'ai rapidement ordonné à cette famille de sortir de la maison. À peine avions-nous atteint un espace dégagé que la maison s'est effondrée en un tas de décombres. J'ai crié à Yunro et aux autres. Il fallait trouver rapidement un endroit élevé pour se réfugier. Après le tremblement de terre, d'innombrables bêtes de la forêt se sont enfuies en courant. Elles ont directement envahi les territoires humains, se battant entre elles tout en mordant les gens qu'elles rencontraient. C'est alors que le système a soudainement affiché une notification. L'énergie spirituelle environnante se réveillait petit à petit. D'après mes estimations, je pourrais bientôt évoluer. Cette fois, j'avais sauvé la vie de toute la famille de Yunro. Le grand-père et les petits-enfants se sont immédiatement agenouillés pour me remercier. Le grand-père a même voulu que Yunro devienne mon apprenti. Je les ai regardés d'un air significatif. Je savais très bien ce qu'ils pensaient. Maintenant que le monde était en plein chaos, l'humanité entrait dans une ère de catastrophe. S'ils pouvaient avoir un appui comme moi, leur famille pourrait au moins vivre en sécurité. De toute façon, avec mon système, il était inévitable que je devienne plus fort. Pour établir ma propre faction ici plus tard, j'avais effectivement besoin d'un représentant de confiance. À cette pensée, j'ai accepté. Puisque j'étais devenu le maître, je devais offrir un cadeau de bienvenue. Bien que je n'ai rien de valable sous la main, cette catastrophe survenue. Leur famille avait aussi besoin de provisions pour survivre. Après les avoir installés, j'ai décidé d'aller chasser quelques proies. En marchant dans la montagne, j'ai soudain senti un parfum très attirant. Cette sensation était encore plus forte que celle des fruits de sang spirituels. Je n'étais pas le seul attiré par cette odeur. Mais ils semblaient tous avoir perdu la raison, marchant stupidement en avant. À mesure que l'odeur se rapprochait, une force en moi s'agitait aussi. Détection, l'hôte est influencé par l'odeur du fruit de l'esprit illusoire. Risque de se perdre dans une illusion. Voulez-vous consommer 100 points d'énergie pour dissiper l'illusion pendant 10 heures? Sans hésiter, j'ai confirmé. Profitant de ma lucidité, j'ai avalé plusieurs bêtes tombées dans l'illusion. Jusqu'à ce que ma satiété atteigne 100%, j'ai arrêté d'engloutir. J'étais alors arrivé dans une vallée inconnue. Au fond de la vallée, un arbre portait un fruit éclatant.
Ce fruit dégageait un parfum étrange, attirant les bêtes qui devenaient ses gardiens. Les bêtes plus puissantes, desquelles s'approchaient, étaient transformées en nutriments pour la terre par d'innombrables gardiens. J'ai immédiatement scanné cet arbre étrange. Bois de l'esprit illusoire, pousse d'un pouce tous les 100 ans, dans des lieux riches en énergie spirituelle. Une branche tous les 1000 ans, un fruit exceptionnel tous les 3000 ans. Après avoir fructifié, en plus de l'énergie spirituelle, il a besoin de beaucoup de nutriments pour mûrir. Une fois mûr, le parfum se dissipe. Les animaux dont l'esprit était contrôlé retrouvent leur nature et gagnent en intelligence. S'il n'est pas cueilli dans les 3 jours, le fruit se fane et l'arbre retourne à son état initial. En attendant la prochaine fructification. Après utilisation, la puissance mentale augmente considérablement, permettant d'utiliser la pression mentale pour plonger les autres dans une illusion. Le premier fruit est le plus efficace. On ne peut en consommer que 3 par forêt, d'après la description. Je ne pus m'empêcher d'être secrètement impressionné. Bien que ma force actuelle me permette de ne craindre personne ici, l'œil de perception nécessite un lieu riche en énergie spirituelle. Quand j'ouvris mon panneau de caractéristiques, je fus stupéfait, à côté du niveau, il était écrit « percevable ». Mais une note précisait que cette percée nécessitait 1 heure, qu'elle absorberait l'énergie spirituelle dans un rayon de 5000 mètres, que je n'aurais alors aucune capacité d'autodéfense et que je ne pourrais pas l'interrompre. Sinon, tous les efforts seraient vains. À cette pensée, je décidai de remettre cette percée à plus tard, car je ne savais pas combien de temps il faudrait pour que le fruit de l'esprit fantôme mûrisse. Et si, pendant la percée, il mûrissait, quelle perte énorme. À ce moment-là, à 3 kilomètres derrière moi, un homme en sueur se dirigeait vers la vallée. À peine était-il tombé dans une illusion que la pendentif sur son épaule émit une lueur verte. Aussitôt, il recouvra ses esprits. Il se dit en son fort intérieur, le vieux maître ne m'a vraiment pas menti. Il y a vraiment un trésor qui se révèle dans cette vallée. En voyant une nouvelle fissure sur son pendentif, bien que la perte lui fît mal au cœur, il décida tout de même de se rendre dans la vallée. Le temps passa peu à peu, et le fruit de l'esprit fantôme devint de plus en plus écarlate. Sachant que le fruit était sur le point de mûrir, je me précipitai en avant. Les bêtes autour du fruit de l'esprit fantôme étaient presque toutes mortes. Face à ces bêtes épuisées, je pouvais presque balayer le terrain. Mais à cet instant, une voix retentit soudain derrière moi, « Il y a bien un trésor ici ». Je m'arrêtai net. Me retournant pour fixer l'arrivant. En voyant mon corps, il ne put s'empêcher de halter. Profitant de son hébétude, je lui crachai un glavio. Il réagit très vite. Mais le venin l'atteignit tout de même à la main. Je me rapprochai en un éclair, et l'enlaçai directement. Sous l'effet du venin, ses poings mous frappèrent mon corps sans causer le moindre dégât. À ce moment-là, le parfum étrange disparut soudainement. Les bêtes survivantes recouvrèrent peu à peu leurs esprits. Je tuai l'homme rapidement et filai vers le fruit de l'esprit fantôme. Un sanglier et un grand ours noir furent les premiers à revenir à eux. Et ils étaient aussi les plus proches du fruit. Le bruit puissant de mon sprint attira leur attention. En un clin d'œil, j'atteignis les abords du fruit. Bien que l'espoir fût mince, ils refusèrent d'abandonner et se ruèrent vers moi. Face aux 3 fruits de l'esprit fantôme, je n'hésitai pas une seconde à les avaler. L'hôte avale le fruit de l'esprit fantôme et obtient la compétence. Illusion spirituelle. Tant que la force spirituelle de l'adversaire est inférieure à celle de l'hôte, il y a 10% de chance de le plonger dans une illusion. La cible prise dans l'illusion, selon la volonté subjective de l'hôte, recevra un beau rêve ou un cauchemar. En même temps, l'hôte peut guider la cible pour effectuer une série d'actions. Pendant l'illusion, l'hôte ne peut effectuer d'autres actions, sinon l'illusion s'interrompt. En voyant la description de cette compétence, je fus ravi. C'était tout simplement une compétence divine, qui permettait autant de sauver sa vie que de renverser la situation. Voyant que j'avais avalé les 3 fruits, les 2 bêtes devinrent extrêmement furieuses. Mais elles n'étaient que des tigres de papier, impuissantes dans leur rage, ne pouvant que décharger leur mécontentement. Leurs regards prudents me donnèrent justement une occasion à saisir. En un instant, ils retombèrent dans l'illusion. Ravi. Je n'avais pas à gaspiller ma force spirituelle sur ces 2 imbéciles. Quand je relâchai ma force spirituelle, une terreur extrême s'empara de leurs yeux. La peur de perdre le contrôle de leur corps les marqua à vie. Je ne leur prêtai plus attention. Et me tournai vers le cadavre de l'homme en sueur. J'avais remarqué ce pendentif mystérieux tout à l'heure. Après l'avoir obtenu, je le scannai immédiatement avec le système. Pendentif de pureté spirituelle, article défectueux, consommable à usage unique. Peut éliminer automatiquement les attaques spirituelles incontrôlées de bas niveau, et restaurer la pureté spirituelle du porteur sans interférence. Chaque fois qu'il protège son maître, une fissure apparaît. Lorsque les fissures couvrent tout le pendentif, il se transforme en un jade ordinaire. Après avoir lu la description du pendentif, le grand sanglier recula lentement le long de la falaise, puis détala à toutes jambes. Quant au grand ours noir, il s'effondra avec un bruit sourd devant moi, puis montra son ventre en signe de soumission. Je ris de bon cœur. Inspire gratuit, pourquoi s'en priver? Alors que je réfléchissais à la manière de communiquer avec lui, l'ours noir leva la tête et me regarda. Dans son esprit, j'étais un être capable de l'anéantir facilement. S'il pouvait s'accrocher à une grosse cuisse, il pourrait aussi espérer se venger. Détection d'une créature se soumettant volontairement à l'hôte. Accepté comme serviteur? En acceptant sa soumission, l'hôte gagnera 100 points de force mentale,
ainsi qu'un retour différent de ses propres capacités. En même temps, une nouvelle compétence est ajoutée, marque de l'âme. Après avoir placé la marque de l'âme, le serviteur ne trahira jamais l'hôte, et pourra obtenir la moitié des attributs lumineux de l'hôte. Première utilisation de la marque de l'âme. Exige 100 points de force mentale. Deuxième utilisation, 1000 points. Troisième, 10 000 points. Chaque marque de l'âme est exceptionnellement précieuse. Veuillez l'utiliser avec discernement. Je n'hésitais pas longtemps. Et placez directement une marque de l'âme. Au bout d'un moment, une voix pataude résonna dans mon esprit. Chef, je m'appelle Xionda. À partir de maintenant, vous êtes mon chef. Grâce au système, nous apprîmes peu à peu certaines choses l'un sur l'autre. Après avoir reçu la promesse, les yeux de Xionda s'éclaircirent instantanément. Il ne s'attendait pas à être reconnu par moi. Et en plus, son chef était une cuisse de poulet au potentiel incroyable. L'hôte a recruté son premier serviteur spirituel. Récompense de 100 points de force mentale. Obtention de la compétence Grand Ours, force surhumaine. Utilisable en consommant 1000 points d'énergie. Après utilisation, la force est multipliée par 2 pendant 10 minutes. Après avoir reçu le retour, je n'ai pas eu le temps de me réjouir que le système a immédiatement émis une alarme. L'attribut de l'hôte a dépassé la valeur maximale actuelle. Le corps physique ne peut pas le supporter pendant une demi-heure. Une percée doit être effectuée à l'intérieur du système. Sinon, le corps, incapable de supporter la valeur d'attribut actuelle, provoquera une crise d'éclatement. Face à cette pression urgente du système pour la première fois, j'ai ressenti un effroi intérieur et j'ai immédiatement ouvert la carte de l'œil céleste. À la recherche d'un lieu de percée sûr. Après avoir trouvé un endroit approprié, je me suis empressé de les emmener tous les deux, courant vers l'entrée d'une grotte. Les ayant postés pour garder l'entrée, j'ai immédiatement commencé à absorber l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. Une heure plus tard, j'ai réussi à percer jusqu'au stade de bête soldat, obtenant ma toute première promotion parfaite. Non seulement j'ai obtenu le sang de rang SSS, mais j'ai aussi acquis une nouvelle compétence, sang brûlant. Le sang de rang SSS me permet d'augmenter ma vitesse d'absorption de l'énergie spirituelle de 520 fois. Quant à sang brûlant, elle me permet d'obtenir un doublement de mes attributs en peu de temps, élevant la compétence à son niveau maximum. Suffisamment pour augmenter les attributs jusqu'à un niveau terrifiant de 520 fois, bien que la percée m'ait apporté de nombreuses récompenses. Un problème m'a causé des maux de tête en même temps. La valeur d'évolution, qui était auparavant de 10 pour 1, est maintenant devenue 50 pour 1. De plus, à chaque fois que l'on franchit un grand palier, le ratio augmentera. Si j'avais su que cela arriverait, j'aurais dû accumuler quelques points d'évolution à l'avance. Après avoir réussi ma percée, j'ai immédiatement ordonné à Gros Ours d'éliminer les criminels qui rôdaient souvent dans les environs. Avec l'augmentation de mes attributs, Gros Ours n'aura besoin que de quelques instants pour les anéantir. De retour au lieu de repos de la famille de Yunru, celle-ci m'a annoncé avec excitation qu'elle venait d'éveiller le contrôle mental des objets. Il s'avère qu'après mon départ, un groupe de chiens errants du voisinage les a attaqués, pour protéger le frère et la sœur. Le père Agui et son fils ont lutté avec acharnement. Dans l'urgence, Yunru, sans savoir comment, a réussi à accomplir un contrôle mental des objets, les petites pierres et les branches des alentours se sont mises à voler. Pour frapper la meute de chiens errants. Mon cœur s'est réjoui, sachant que j'avais déniché un trésor. Yunru serait à l'avenir une assistante de premier ordre. Le lendemain matin, j'ai emmené tout le monde descendre de la montagne, ayant décidé de soutenir Yunru en tant que représentante humaine. Il était naturel de l'aider à trouver un endroit où s'installer pour vivre en sécurité. 2 semaines plus tard, grâce à l'abondance exceptionnelle de pierres de feu, mon palier a progressé jusqu'à celui de bête soldat supérieur, et Gros Ours a également atteint le stade de bête soldat débutant. Ces mérites étaient tous attribuables à ce groupe de 2 à 3 000 personnes qui se tenaient devant nous. Ces gens étaient les habitants survivants des petites villes des environs. La plupart se connaissaient plus ou moins. Voyant que la famille de Yunru bénéficiait de la protection du grand serpent et de l'ours noir, ils ont choisi de rejoindre temporairement le groupe, sauvant leur vie. Tout au long de ce chemin, les bêtes étranges qui venaient se faire tuer suffisaient à nourrir tout ce monde. Certains avaient pour objectif le chef-lieu du comté, à plus de 100 km, espérant y trouver du secours. Au cours de ces 2 semaines de marche, de nombreuses bêtes étranges avaient développé une intelligence, et avaient un chef. Elles n'attaquaient plus le groupe au hasard, mais se rassemblaient en troupeaux, lançant des assauts furtifs de temps à autre. Dans cet environnement, quelques éveillés sont également apparus parmi les humains du groupe. Je les ai affectés à la périphérie du groupe, pour protéger la sécurité de l'ensemble. Avec Gros Ours et Yunru, j'étais chargé de l'arrière-garde, afin d'empêcher tout imprévu. Durant ces 10 jours passés, il arrivait de temps en temps de manger un barbecue, sans mon ordre. Il restait presque constamment aux côtés de ce gars. En raison de la taille excessive du groupe, nous ne pouvions parcourir qu'une dizaine de kilomètres par jour. Tant de personnes dormant à la belle étoile était également un problème très épineux. Pour le gîte de ce soir, nous avons choisi un village désert. Alors que le groupe commençait à s'agiter, j'ai utilisé la carte de l'œil céleste et discerné la situation devant nous. Un taureau noir, accompagné de quelques congénères, faisait face à l'entrée du village aux gens qui tentaient d'y pénétrer. Sur l'une de ses cornes était même empalé un malheureux. J'ai compris que ce genre de bête étrange n'était pas à la portée de ces jeunes soldats. Appelant Gros Ours, je me suis dirigé vers l'avant du groupe. Au moment où le taureau noir s'apprêtait à charger contre ces gens,
Quelques couteaux de lancer se sont plantés devant lui. Depuis que j'ai su que Yunro avait éveillé le contrôle mental des objets, je lui avais fait chercher quelques couteaux de cuisine dans un supermarché. Nous n'avions pas trop de temps pour le laisser grandir, la seule chose à faire était de le forger dans le combat réel, intimidant toute l'assistance. J'ai dit à Yunro, maître veut manger du bœuf grillé ce soir. Dès que Yunro l'a entendu, elle est immédiatement passée à l'action. En un clin d'œil, la moitié du troupeau de taureaux noirs était à terre. Le chef, pris de panique instantanément, fit volte-face et s'enfuit. J'ordonnai à Gros Ours d'aider Yunro à s'occuper des taureaux noirs restants. J'ai avancé à toute vitesse et ai tué le taureau noir d'un geste foudroyant. La nuit, j'ai pu savourer le bœuf grillé comme souhaité. Comparé à la manière de se nourrir en dévorant cru et vivant, cette vie où l'on est servi est bien plus agréable. Après avoir mangé et bu à satiété, j'ai appelé Gros Ours et Yunro pour une promenade, en profitant pour aller explorer la route devant nous. S'il y avait du danger, on s'en occuperait au passage. Sentant que Yunro était sur le point de se réveiller complètement, je lui dis de vous emmener dans la zone de sécurité. Yunro, inquiète, demanda si elle avait fait quelque chose de mal, mais à ce moment-là, un bruit d'explosion retentit soudainement devant nous. Sans plus attendre, je me précipitai immédiatement en courant. Arrivé sur le champ de bataille, je découvris que c'étaient des soldats qui combattaient un groupe de porcs mutants, et non les civils que je protégeais. Si je pouvais contenir ces gens ordinaires, cela ne signifiait pas que je pouvais contenir l'armée. Une fois les échanges de tirs engagés, je n'étais pas sûr non plus de pouvoir survivre sous le siège des armes à feu. Même si je pouvais résoudre la situation immédiate, leur force derrière eux. Il serait vraiment difficile de dire s'ils se retourneraient contre moi. De plus, les humains n'ont que deux façons de traiter les êtres différents, l'adoration et la soumission. Ou la cage et la dissection. Finalement, ma pensée humaine l'emporta, les sauver, et au diable la peur. Au pire, s'ils ne m'acceptaient pas, je partirais avec Xiongda. Si je voulais partir, il ne pourrait vraiment pas me retenir. Bientôt, nous étions tous les trois derrière le champ de bataille. Cette étrange combinaison fit immédiatement taire le champ de bataille. Le commandant qui tenait des jumelles resta figé. Les deux gros, je m'en occupe. Le reste, débrouillez-vous. Aussitôt dit, je me propulsai et atteignis instantanément le chef des porcs. Sous l'emprise de la manipulation mentale, les deux porcins commencèrent à s'affronter. Profitant de cette occasion, j'injectai une grande quantité de venin à chacun d'eux. Xiongda chargea en traversant le camp adverse, massacrant les rangs des sangliers. Quant aux poissons restants, ils furent cueillis un par les couteaux volants de Yunro. En un instant à peine, ces porcs mutants furent éliminés. Cette manœuvre stupéfia directement l'armée en face. Regardant les gens en face, je demandai à Yunro d'aller communiquer. Après avoir appris leur mission, qui était de rechercher les civils survivants dans cette zone. Mais le grand tremblement de terre avait fracturé de nombreuses montagnes et rivières. Ils ne pouvaient avancer qu'avec un équipement léger, du chef-lieu du comté jusqu'à la ville natale de Yunro. Il n'y avait qu'un seul chemin, et par hasard, il y avait de nombreuses porcheries aux alentours. La renaissance de l'énergie spirituelle avait transformé ces porcs domestiques en bêtes porcines, ce qui bloquait leur progression. Lorsqu'ils apprirent que le grand serpent était le maître de la jeune fille, ils furent encore plus stupéfaits, car le fait que Xiongda et moi protégions les humains. Shao King décida résolument de me reconnaître. Sous la renaissance de l'énergie spirituelle, peu importe l'identité de l'autre, tant qu'il se rangeait du côté de l'humanité, c'était un ami. Après avoir conduit l'équipe dans le camp de réfugiés, chaque survivant humain versa des larmes d'émotion. Il savait que le pays du dragon ne les avait pas abandonnés. Voyant cela, je sus qu'il était à peu près temps pour moi de partir. Voyant que les humains s'entendaient très bien avec moi, Shao King décida également de rapporter les affaires de Xiongda et moi au haut gradé. Il savait bien que même s'il ne pouvait pas faire en sorte que le grand serpent et Xiongda servent le pays du dragon, il ne devait absolument pas devenir leur ennemi. Cette nuit-là, Yunro entra également dans un état favorable, sur le point de se réveiller. Un demi-mois plus tard, j'emmenai Yunro et Xiongda au bord d'une grande rivière. C'était là que la mère de Xiongda avait été tuée. À ce moment-là, Xiongda était encore petit, incapable de se venger, et ne pouvait qu'emporter sa haine. Il commença son errance. J'ouvris le radar du troisième œil, qui affichait un point bleu. Après une observation rapprochée, je découvris que c'était un crocodile géant de plus de 10 mètres de long. Les données indiquaient qu'il était au stade de soumission primaire. Sa force et son armure étaient également incroyablement élevées. Mais après un demi-mois de chasse, j'avais accumulé 850 points d'évolution. Et je pouvais franchir un nouveau palier à tout moment. Tant que j'évoluerais vers le stade de soumission, ce crocodile ancien des terres ne serait absolument pas un adversaire pour moi, un combattant hexagonal. Xiongda et Yunro perçurent également mon air sérieux. Je levai les yeux vers Xiongda. Ce soir, je vais d'abord percer. Une fois mon palier franchi, le vaincre sera un jeu d'enfant. Xiongda, enthousiasmé, dit. Chef, percez tranquille. Quiconque voudra vous déranger devra d'abord passer sur mon cadavre. Cette nuit-là, nous trouvâmes un vieux village abandonné. Après avoir éliminé les poissons des environs, j'entrai dans une maison. Au même moment, le système apparut. Cette percée nécessitait 2 heures. Et absorberait une grande quantité d'énergie spirituelle dans un rayon de 10 000 pour purifier mon corps. Je n'hésitais pas. Je commençai directement la percée. Sentant l'énergie spirituelle converger, Xiongda et Yunro se mirent également en garde. Le temps passa peu à peu. Le village,
initialement vidée, vit apparaître lentement quelques créatures mutantes. Suivant les fluctuations énergétiques, elles arrivèrent ici. Sous ma pression mentale, de nombreuses bêtes de bas niveau choisirent de battre en retraite. Mais quelques bêtes de niveau soldat s'approchaient encore lentement. Elles savaient tout au fond d'elles-mêmes qu'un nouveau roi pourrait naître, mais elles ne se résignaient pas à partir, car la chair et le sang des bêtes de haut niveau étaient un grand régal. Il n'était pas impossible qu'elles évoluent sur le champ après les avoir dévorées. Si jamais l'autre échouait dans sa percée, elles avaient encore une chance de le tuer. Je laissais une partie de ma conscience pour surveiller chaque mouvement extérieur. Cette percée attira beaucoup de gros spécimens. Et dans mon cœur, je ressentais une inquiétude persistante. Bien que la carte n'ait encore montré aucune anomalie. Ce sentiment de crise ne se dissipait pas. 1 heure et demie plus tard, une petite île bleue apparut soudain sur la carte. Le crocodile ancien des terres, alors qu'il chassait, perçut soudain la fluctuation d'énergie spirituelle et se précipita à toute vitesse. Sentant la puissance de la pression mentale, son instinct lui dit que l'avant était dangereux, qu'il devait faire demi-tour. Mais en même temps, il comprit que s'il n'intervenait pas dans cette affaire, si l'adversaire réussit son attaque en verrouillage, je serais certainement mis à l'écart, car un territoire ne peut abriter deux rois. C'est mon territoire, et je ne tolérerai pas qu'un être comparable à moi y naisse. Quand Ours Brun et Yunru virent le crocodile géant, ils eurent un choc intérieur. La pression qu'il dégageait était trop intense. Je me mis à m'agiter, dépêchez-vous, Ours Brun et Yunru. Il était impossible d'arrêter cet enfer ancien, l'attaquer de force n'aurait été que jeter des vies en pure perte, face à l'ours noir et à la bête à deux cornes qui lui barrait la route. Un léger mépris traversa le regard de l'enfer ancien, pour lui, Ours Brun et Yunru n'étaient que deux menus frettins. Ours Brun fixait le grand crocodile, n'osant pas lancer une attaque à la légère. Yunru se força à rester calme. Elle contrôlait ses couteaux volants qui tournoyaient autour d'elle. L'enfer ancien savait qu'il ne pouvait pas traîner, sinon c'était lui qui risquait de perdre. Une lueur meurtrière apparut dans ses yeux, et il chargea Ours Brun, qui serra les dents et tint bon. Yunru, derrière, dirigeait ses couteaux pour attaquer le crocodile géant sous tous les angles. Ours Brun était projeté en arrière, encore et encore, par le crocodile. Les couteaux de Yunru ne parvenaient pas non plus à percer la peau dure du crocodile, et même plusieurs lames s'ébréchèrent. L'enfer ancien était furieux. Cet ours stupide, comme s'il n'avait que faire de la mort, traînait son corps gravement blessé pour foncer encore et encore sur lui. Les couteaux de la bête à deux cornes s'acharnaient de toutes parts, venant des angles les plus retors. Chaque fois qu'il voulait tuer la bête à deux cornes en premier, cet ours idiot se jetait devant lui sans réfléchir. Je regardais mon frère d'armes et mon apprenti frôler la mort à plusieurs reprises, et mon cœur était tendu à l'extrême. Juste au moment où Ours Brun et Yunru n'avaient plus la force de résister, j'achevais enfin d'absorber le dernier esprit. J'ajoutais immédiatement tous les points d'évolution restants à ma force. Puis je jaillis hors de la maison. L'enfer ancien, sentant mon aura immense, fit demi-tour pour s'enfuir. Mais il ne courut pas bien loin avant que je le rattrape. Je le mordis et injectai une grande quantité de venin. Ce venin, bien que non mortel, pouvait infliger de lourds dégâts et entraver ses mouvements. Ma force, portée au maximum, empêchait le crocodile géant de respirer. Il tenta de se dégager en force, mais son corps devint de plus en plus engourdi. Quant aux bêtes étranges tapies dans l'ombre, voyant la scène, elles jurèrent et prirent leurs jambes à leur cou. Le temps passait, et la résistance du crocodile géant faiblissait. Jusqu'à ce qu'il soit complètement refroidi. Je le fourrai directement dans l'espace du système. À ce moment, Ours Brun était grièvement blessé. Il avait perdu toute mobilité. Yunru allait mieux, elle avait seulement un peu surménagé son psychisme. Je laissai Yunru veiller sur Ours Brun, et passer la nuit à éliminer toutes les bêtes mal intentionnées. À mon retour, je transmis à Ours Brun et Yunru des techniques et des formules spirituelles, et les forçai à s'entraîner intensivement pendant leur convalescence. Je ne savais pas s'ils étaient particulièrement doués. Les deux petits, en moins d'une journée, entrèrent dans le droit chemin. 7 jours passèrent. Les blessures d'Ours Brun et de Yunru étaient presque guéries. Mais je ne m'attendais pas à croiser des hommes rats sur le chemin du retour, et ils étaient, comme la fois précédente, acculés. Une dizaine de loups du vent rapide encerclaient Shaoqing et ses compagnons. En observant à distance, je vis que plusieurs d'entre eux s'étaient déjà éveillés. Après une vingtaine de jours de séparation, Shaoqing avait même atteint le rang de guerrier suprême. Son objectif était clair. Il faut capturer le chef pour défaire la meute. Il voulait tuer le roi des loups du vent rapide en premier, mais avec seulement 4 éveillés. Vouloir percer l'encerclement et tuer le roi des loups était presque un rêve. Voyant Shaoqing abattre sa lame sur un loup, j'appelai Ours Brun et Yunru pour avancer rapidement. En arrivant sur le champ de bataille, Shaoqing et les autres montrèrent une joie mêlée de soulagement. Face à ces bêtes exotiques de pratique, Ours Brun chargea sans hésiter. Le roi des loups, qui n'était qu'au niveau de soldat bestial, fut tué sur l'instant par moi. Shaoqing dit, un peu échevelé. Merci à vous trois pour votre aide. Après un bref échange, j'appris pourquoi ils étaient venus ici. Après le grand séisme, certains paysages de montagnes et de rivières avaient beaucoup changé, et de nombreux endroits étranges étaient apparus. Récemment, un réfugié était tombé dans une grotte par accident. Après des recherches infructueuses des autres, ils continuèrent vers la zone de sécurité. Qui l'eût cru, quelques jours plus tard, cet homme revint de lui-même, avec une force décuplée. Une dizaine de soldats ordinaires ne pouvaient rivaliser avec lui. Il expliqua qu'après avoir avalé un fruit dans la grotte, il avait souffert d'une douleur intolérable et s'était évanoui.
À son réveil, il était plein de puissance. Fort de ce pouvoir étrange, il s'était frayé un chemin jusqu'à la zone de sécurité. Plus tard, les hautes instances nommèrent ces lieux étranges les ruines anciennes. Ces ruines semblaient surgir de nulle part, et ces opportunités se présentaient de manière inattendue. Tant pour les humains que pour les bêtes exotiques. Et eux, ils étaient venus pour explorer une de ces ruines anciennes. Contre toute attente, la meute de loups les avait devancés, et ils avaient failli y laisser la vie. Sur ces mots, Shaoking nous invita solennellement à explorer les ruines avec eux. Après tout, ils avaient failli mourir rien qu'à la périphérie, qui savait ce qui se trouvait à l'intérieur. D'autres dangers pourraient survenir. Avec le grand serpent pour les accompagner, leur sécurité était grandement améliorée. J'acceptais volontiers. Après tout, les fruits de sang d'esprit et les fruits d'intelligence d'esprit que j'avais obtenus précédemment étaient des trésors célestes et terrestres rares. Peu après, nous arrivâmes devant une grotte étrange. Cette grotte semblait avoir un certain magnétisme, nous attirant à l'intérieur. Mais nous descendîmes pendant des heures. Et la grotte semblait sans fond. Une demi-heure plus tard, nous débouchâmes dans un espace plat. Mais, bizarrement, deux ouvertures se dessinaient devant nous. Après en avoir discuté, nous décidâmes de nous séparer. Je regardais l'une des ouvertures, avec le sentiment que quelque chose m'y attendait. En avançant encore une heure, deux autres entrées apparurent devant nous. De l'autre côté, Shaoking et son groupe rencontrèrent la même situation. Ils crurent être victimes d'une hallucination de murs infranchissables. Je conduisis Xiongda et Yinru dans l'une des entrées. Au fond de la grotte, une statue mystérieuse ouvrit soudainement les yeux. Ayant perçu que Yu entrait en test, et ignorant tout de cela, nous pénétrâmes dans le couloir. Derrière nous, une porte de pierre s'abattit immédiatement, bloquant toute possibilité de retour. Devant nous apparut alors une foule dense de rats, chacun affichant un regard féroce, tous déployés comme des soldats bestiaux. Voyant notre retraite coupée, je leur ordonnai de se préparer au combat. Ayant détecté l'espace virtuel formant des images de bêtes étranges, j'activai la conversion d'énergie virtuelle. Je n'hésitais plus. Ces rats étaient-ils tous faux? Pourtant, nous trois étions entrés ici en chair et en os. Un dispositif virtuel pouvait projeter des réalités physiques. Bien que réelles, je me tenais à l'entrée de la grotte. Et je réalisais alors l'extrême limite du virtuel. À cet instant, tu n'es qu'une entité virtuelle, conservant la mémoire réelle. Et les mêmes capacités physiques. L'objet projeté possède toutes les méthodes de combat et ses instincts. À part l'impossibilité de quitter la zone de projection, il ne diffère en rien des espèces réelles. Tant que l'énergie du dispositif virtuel ne s'épuise pas, l'objet projeté peut ressusciter après la mort. Les sensations de combat et de mort sont restituées à 100% dans l'état réel. Sentant mon corps identique à l'original, je ne pus m'empêcher de m'émerveiller devant la puissance de ces ruines antiques. Sans l'alerte du système, je n'aurais jamais su que j'étais déjà verrouillé à l'extérieur de l'entrée. Les rats ne me laissèrent guère le temps de réfléchir, ils foncèrent immédiatement sur nous. Je ne pouvais me permettre la moindre négligence. Avec autant de soldats bestiaux, il ne fallait pas chavirer dans un ruisseau. Pendant que notre épreuve commençait, Shaoking et son groupe rencontrèrent également des problèmes. Bien qu'ils n'eussent pas autant de rats, un ours géant se tenait dans la grotte. Leur retraite aussi coupée, pour avancer, ils devaient vaincre cet ours. Des milliers de rats se précipitèrent vers nous. Même moi, j'en eus la chair de poule. Je me plaçai en première ligne, déployant toutes mes forces pour contenir la horde. Derrière moi, Xiongda formait une seconde ligne, tuant les rats qui passaient. Yinru, contrôlant ses couteaux volants, se tenait à l'arrière pour éliminer ceux qui grimpaient au-dessus. Alors que notre combat battait son plein, une voix mélodieuse retentit, il reste 5 minutes pour le test d'épreuve. Éliminez toutes les bêtes étranges du couloir pour réussir l'épreuve. En cas d'échec, vous serez exclu du niveau et perdrez à jamais votre droit à l'héritage. Xiongda et Yinru, entendant cette voix, hurlèrent perplexes. Mais la bataille était à son point crucial, ils crurent avoir eu des hallucinations. Je ne leur avais pas révélé qu'il s'agissait d'une projection virtuelle. Après tout, c'était pour eux une rare occasion d'entraînement réel. Voyant qu'il restait encore 5 à 600 rats bien vivants, je décidai d'activer la compétence « Combustion du sang ». Même si l'état de faiblesse serait hérité, je voulais tenter le tout pour cet héritage mystérieux. Lorsqu'une force infinie envahit mon corps, je devins tel un dieu sortant de la grotte. Xiongda ressentit également. Une force pénétrait son corps. Il bénéficia alors d'un renfort équivalent au rang de soldat bestial. En un instant, Yinru sentit la pression diminuer. Voyant Xiongda et moi rouer de coups ses rats, elle ne put s'empêcher de s'exclamer. Trop puissant. Quelques minutes plus tard, tous les rats furent enfin éliminés. Une fois l'espace virtuel disparu, je me sentis à moitié vidé. Une faiblesse envahit tout mon corps, au point que respirer devenait pénible. Affecté par l'aura, Xiongda devint également faible. Félicitations, vous trois avez difficilement franchi la première épreuve. La récompense se trouve au bout du couloir. Vous pouvez la récupérer à tout moment. En entendant cette voix, Xiongda et Yinru comprirent qu'il ne s'agissait pas d'une hallucination. Je leur dis de se reposer un moment sur place avant d'aller chercher la récompense. De l'autre côté, Shaoking et ses compagnons se retrouvèrent dans une situation désastreuse. Face à une bête de rang général, ils étaient totalement dépassés. De plus, la grotte était étroite, ils ne pouvaient pas former un encerclement. Les balles, contre l'ours de fer à la peau épaisse, étaient inefficaces. Après seulement une dizaine de minutes de combat, ils furent tous tués. Dans la salle à l'extérieur de la grotte,
leur visage était marqué par la peur. Depuis la grande catastrophe. C'était la première fois qu'ils affrontaient une bête aussi féroce. Avoir tenu une dizaine de minutes était dû à l'étroitesse de la grotte qui empêchait l'ours de fer de se déployer. Shaoqing, refoulant sa peur, se demanda si ce n'était qu'une illusion. En regardant l'entrée du couloir, il n'avait plus le courage d'explorer. Quand nos forces furent presque restaurées, je menai Xiongda et Yinru au fond de la grotte. Là, 9 cristaux inconnus flottaient dans les airs. Leur aura spirituelle était plus de 10 fois supérieure à celle des fruits de sang spirituels. Xiongda et Yinru furent également attirés par ces cristaux. Mais ils reprirent vite leurs esprits. Yinru, ses grands yeux fixés sur moi, demanda, « Maître, qu'est-ce que c'est ?» J'ai tellement envie d'en croquer un. Je scannai immédiatement les cristaux avec le système. Cristaux 0. Une des monnaies énergétiques universelles du cosmos. Ce sont des cristaux spéciaux contenant de l'énergie cosmique, absorbables sans obstacle. Comme leur énergie interne est puissante, ils nécessitent un long temps de digestion, et risquent fort de plonger l'absorbant dans le coma. Un cristal spirituel peut directement faire passer un roi des bêtes au niveau divin, niveau également appelé planétaire dans l'univers. Si le niveau du preneur est trop bas ou sa constitution trop faible, cela peut entraîner une absorption incomplète de l'énergie spirituelle, gaspillant ainsi son énergie et rendant le cristal inefficace. La suite de ce montage n'était qu'une série de points d'interrogation, manifestement accessibles à mon investigation actuelle, mais ce seul fragment m'a suffi pour comprendre que cet objet était un trésor rare. Grâce à mon système, je n'avais jamais eu de fuite d'énergie depuis le début. Voyant Yinru et Xiongda qui attendaient encore ma réponse, je leur expliquai l'utilité de cet objet. Mais compte tenu des parties invisibles à venir, je décidai de conserver pour eux leur part respective de cristal spirituel, n'en laissant qu'un seul à l'extérieur. Je comptais d'abord faire une expérience sur moi-même, en ajoutant tous les points de caractéristiques restants. Je décidai de percer d'abord au niveau de général des bêtes supérieures. Ainsi, j'aurais plus de chances de réussir l'absorption du cristal. De plus, cet endroit était assez sur énergie spirituelle y était très abondante. Je sortis de l'espace système la nourriture stockée pour leur donner, de peur que pendant que j'absorberais le cristal, il manque de provisions. 3 heures plus tard, j'avais réussi à atteindre le niveau de général des bêtes supérieures. Je décidai alors fermement d'avaler le cristal. Instantanément, je sentis une énergie immense envahir mon corps. Je commençai silencieusement à faire circuler mon sens spirituel pour cultiver. Il me fallut plus de 10 jours pour transformer l'énergie contenue dans le cristal. Et pendant ces 10 jours, les hauts responsables avaient installé un camp à l'extérieur. Ils avaient découvert que ces ruines étaient complètement différentes des précédentes, mais que ce soit dans le tunnel ou en surface. Une force mystérieuse semblait interférer. Pendant ce temps, je n'avais pas non plus abandonné l'exploration de cette zone. Mais les résultats de l'exploration n'étaient que de la terre, encore de la terre. Mon corps sombra dans le sommeil, digérant silencieusement l'immense énergie. Xiongda et Yinru. Au début, restaient vigilants autour de nous, mais dans la grotte fermée, il n'y avait plus d'autre bruit que la respiration. Profitant de ce temps, ils commencèrent aussi à cultiver leur sens spirituel. Après l'arrivée des renforts de Shaoqing, ils explorèrent toute la grotte. Mais chose étrange, quel que soit l'endroit par lequel ils entraient, ils revenaient inexplicablement à l'entrée des ruines. Si les hauts responsables n'avaient pas interrogé Shaoqing et ses hommes séparément, ils auraient presque cru qu'ils mentaient. Ainsi, les hauts responsables durent décider d'arrêter l'exploration. Bien que contraints, ils laissèrent quelques personnes en attente ici. Ce jour-là, j'avais enfin digéré ce cristal spirituel. Je ne m'attendais pas à ce qu'avec l'aide du système, digérer ce cristal prenne tout de même près d'un mois. Il méritait bien son nom de source d'énergie capable de faire passer un roi des bêtes directement au niveau divin. Cependant, cette absorption m'avait aussi apporté d'immenses gains. L'énergie colossale avait été parfaitement répartie dans mon corps par le système, attendant seulement le moment où j'atteindrais le niveau de roi des bêtes débutant. Si tout se passait sans accroc, passer au niveau divin, c'est-à-dire planétaire, serait instantané, selon les bases du sens spirituel. Un puissant au niveau planétaire peut voler dans les airs sans aucun accessoire. Allons-y. Passons à l'étape suivante. Long Haoxian secoua la tête. Cette progression avait pris tellement de temps que pour lui, c'était une première expérience. Bien que son corps soit désormais rempli de force, mentalement, il ressentait une légère fatigue. « Maître, comment vous sentez-vous » demanda Yinru avec curiosité. En voyant Long Haoxian sain et sauf, elle comprit que son maître avait fait une belle moisson. Xiongda était aussi très curieux, mais moins direct que Yinru. Cependant, son regard curieux trahissait profondément ses pensées. Devant ces deux curieux, Long Haoxian dit malgré lui, « Vous deux, pourquoi tant de hâte ? Dépêchez-vous de progresser. Quand vous aurez atteint le niveau royal, votre part. Je vous remettrai tout, sans en oublier une seule. Pour l'instant, ne posez plus de questions. » Après avoir dit cela, Long Haoxian roula des yeux en un grand clin d'œil espiègle. Voyant qu'il ne voulait pas en dire plus, les deux n'eurent d'autre choix que de le suivre, résignés, pour continuer l'aventure. 2e niveau, 3e niveau, 5e niveau, 6e niveau, ils avancèrent en surmontant tous les obstacles, et arrivèrent avec succès devant le 6e couloir à 3 choix. Si cela leur avait pris autant de temps, ce n'était pas à cause des épreuves elles-mêmes, mais parce que Long Haoxian avait utilisé la majeure partie du temps pour faire des bilans et méditer sur les leçons apprises. Ce voyage d'épreuves était pour eux trois un entraînement exceptionnel, car à l'extérieur,
on ne trouve pas facilement des adversaires aussi rares. Ni des occasions où l'on peut risquer sa vie sans tenue. Ici, on pouvait se battre à fond, déployer toutes ses capacités sans inquiétude. Et découvrir ses faiblesses au combat pour les corriger et s'améliorer sans cesse. Si les étapes suivantes n'avaient pas eu un rythme plus serré et si la récupération des récompenses n'avait pas été limitée dans le temps, Long Haoxian aurait bien passé 1 an ici. Sans problème. Et, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne pouvons-nous pas entrer? Alors que Long Haoxian choisissait un couloir et s'apprêtait à y pénétrer, Yinro et Xiongda semblent bloqués par un mur invisible. Empêchés d'avancer. Quoi qu'il fasse, il ne pouvait franchir cette barrière. Restant coincé indéfiniment. Mais cette couche de barrière invisible n'opposait aucune résistance à Long Haoxian. Finalement, il décida de les laisser sur place et d'affronter seul l'étape suivante. Enfin, je ne traîne plus ces 2 boulets. Ce type est vraiment trop pressé. L'épreuve d'entrée ne comporte que 7 niveaux. Avec sa constitution, bien que ce soit un peu difficile, était-il nécessaire de stresser à ce point? De l'ouverture de la grotte sortit une silhouette mystérieuse. Il marmonna doucement, bon sang, est-ce que c'était facile pour moi, pour t'attirer jusqu'ici? J'ai déployé des efforts titanesques et pris le risque de forcer le grand capable derrière toi. Avoir un protecteur, c'est donc si extraordinaire. Dans l'immensité de l'univers, apprendre auprès d'un maître n'exige pas d'en avoir un seul. Une fois que tu seras initié. Je vais d'abord te donner quelques coups pour te faire taire, à traîner ainsi. Long Haoxian ne savait absolument pas qu'il avait, sans le vouloir, offensé une entité désireuse de le frapper violemment. Il s'approchait lentement du but final. Cet endroit m'a pris tellement de temps, mais la récolte est assez abondante. Au second niveau, j'ai obtenu 12 lignes Jing. Au troisième 18, au quatrième 25, et au cinquième et sixième ensemble, 80 aussi. Ces 6 niveaux, un seul peut produire un puissant de niveau planétaire. 135 lignes Jing. Que ce soit pour les dévorer ou pour former ses subordonnés, cela suffirait à Long Haoxian pour très, très longtemps. Maman n'aura plus à s'inquiéter que mon énergie ne suffise plus. Arrivé là, Long Haoxian ne put s'empêcher de se taquiner. Le cœur joyeux. Espèce de plouc, à peine 130 lignes Jing, et tu souris déjà aux anges? Je doute vraiment qu'il y ait un grand capable derrière toi, à voir cette mine de n'avoir jamais rien vu. Bien que ces lignes Jing soient des objets rares dans l'univers, pour des êtres du niveau de leur maître. Ils sont presque négligeables et en quantité illimitée. Malheureusement, aujourd'hui, le maître est loin, son foyer détruit. Et il ne reste ici que peu de lignes Jing. Voyant Long Haoxian sourire, l'entité mystérieuse dans le Xixiang ne put s'empêcher de râler, allant même jusqu'à afficher un regard dubitatif. Bien sûr, Long Haoxian ignorait que ce gars dans l'ombre se moquait de lui. Il poursuivait ses réflexions, repensant aux 6 niveaux traversés. Long Haoxian en frissonnait encore. Heureusement, il avait pas mal de moyens et savait faire face. Sinon il ne se tiendrait peut-être pas ici aujourd'hui. Ces 6 niveaux étaient pour lui une véritable épreuve. Chaque niveau suivant était au moins d'un cran plus difficile que le précédent. Sans la possibilité de ressusciter ici, où l'échec signifiait seulement perdre le droit à l'héritage. Long Haoxian lui-même n'aurait peut-être pas eu le courage de continuer sans aucune retenue. Pourtant, même ainsi, avec Yunro et le grand Xiongda, il se sentait extrêmement épuisé et en difficulté. Quand Long Haoxian pénétra dans le 7e niveau, l'adversaire avait changé. Devant lui apparut un serpent identique à lui-même, une copie parfaite de tout ce qu'il était à cet instant. L'épreuve, battre le soi devant soi. La force de l'adversaire sera à son apogée. Outre le même niveau et la même classe, ses compétences de combat et son expérience seront écrasantes pour toi. Tu auras 50 chances de passer, sans limite de temps. Mort, tu ressusciteras sur place, à l'entrée du niveau. Tant que tu n'auras pas perdu ton droit d'épreuve. Tu ne quitteras pas le niveau. Tu pourras commencer à tout moment. Dès que tu auras traversé le niveau actuel, tu obtiendras la chance de recevoir l'héritage. Alors que Long Haoxian était un peu stupéfait, une voix familière résonna dans tout le couloir. Fixant le python géant en face de lui, Long Haoxian resta figé. Honnêtement, depuis sa renaissance, il n'avait jamais vraiment bien regardé son apparence, car sous l'effet constant de l'évolution, son corps n'avait cessé de changer. Et maintenant, même si en face se trouvait une copie de lui-même, Long Haoxian ne put s'empêcher de dire. Oui, c'est exactement cette sensation. Comme au premier regard sur ce python, je savais que c'était ma copie. C'était peut-être une sorte d'instinct biologique. Alors que Long Haoxian admirait encore le soi de lui, le compte à rebours avait déjà atteint 3 secondes. Long Haoxian se ressaisit immédiatement, prêt à affronter l'attaque de ce soi. Mais le python géant en face était beaucoup trop rapide. Bien que leurs caractéristiques physiques et attributs soient presque identiques, l'écart était comparable à celui entre un maître d'arts martiaux et un enfant n'ayant jamais appris à se battre, immense. Putain, comment peut-il accélérer comme ça? Il n'a même pas besoin d'échauffement pour passer en pleine puissance. Est-ce la limite de ce que je peux faire? La distance entre eux dans cet espace n'était que de 500 à 600 mètres, mais l'autre, en moins d'une respiration, avait déjà ouvert sa gueule béante et s'était planté devant lui, ne lui laissant même pas le temps de réagir. Long Haoxian fut violemment mordu au point vulnérable, le 7e segment du cou. En un rien de temps, sous les assauts de l'adversaire, il perdit sa première chance, maltraité. Long Haoxian, ressuscité, regarda avec frayeur ce soi si puissant, doutant de sa propre existence. Est-ce vraiment une attaque que je peux exécuter? Est-ce possible? Une fois, 2 fois,
3 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois. Face à ce gars, Long Haoxian était écrasé de manière unilatérale, que ce soit en vitesse, en force ou en utilisation des compétences. L'autre, avec les mêmes attributs physiques et capacités, lui offrait une démonstration parfaite des limites extrêmes. On peut dire qu'après ces dizaines de combats, Long Haoxian fut secoué à chaque fois et apprit beaucoup de choses. Alors on pouvait faire comme ça? On pouvait attaquer ainsi? Ces phrases résonnaient chaque fois que Long Haoxian était vaincu. Dans son esprit, plus les combats avançaient, plus le temps avant sa prochaine tentative s'allongeait. Pour éviter que les deux autres ne l'attendent dehors à rien faire, Long Haoxian transmit directement par télépathie à Xiongda. Laisse-les quitter cet endroit d'abord, retournons dans la zone sécurisée, car il n'y a aucun ravitaillement ici. Cela fait si longtemps qu'ils sont descendus, les provisions conservées dans l'espace du système ont été presque épuisées au cours de ces 2 ou 3 mois d'épreuve. En vérité, il ne sait pas combien de temps il lui faudra encore pour vaincre celui qui se tient devant lui. Xiongda, ayant reçu l'ordre de Long Haoxian, obéit docilement et emmena Yunru loin d'ici. Au moment de partir, elle ne put s'empêcher de se retourner sans cesse, ses pas s'arrêtant et reprenant. Cela faisait plusieurs mois qu'elle avait quitté sa famille. Surtout dans cette fin du monde où des bêtes étranges pullulaient partout, elle en avait fait l'expérience personnelle. D'un côté, son maître, de l'autre, sa famille, comment choisir? Elle était aussi très troublée. Rapport. Quelqu'un est sorti de la grotte. Une petite fille et un ours. Dès que Yunru et son compagnon eurent quitté le niveau d'épreuve, ils furent découverts par les soldats en faction. Depuis que Long Haoxian et les autres avaient commencé leur épreuve, l'armée à l'extérieur avait tenté tous les moyens d'entrer dans ce lieu mystérieux. Mais sans jamais parvenir à déchiffrer la clé pour accéder au véritable lieu d'épreuve. Pendant ces 2 ou 3 mois, ils avaient utilisé divers équipements avancés préservés du grand cataclysme pour explorer la grotte. Pourtant en vain. Tout ce qui leur restait n'était qu'un labyrinthe sinueux. Le gros des troupes était parti. Il n'y avait plus qu'un bataillon stationné ici, protégeant des experts et des chercheurs tout en se prémunissant contre les attaques de bêtes étranges. Une petite fille et un ours. En entendant ce rapport, Lionpan afficha enfin un sourire et dit malgré lui. C'est bien eux, ils sont sortis. Connaissant bien Long Haoxian, il n'allait pas non plus négliger les investigations sur Yunru et Xiongda. Après tout, ces deux-là étaient les plus proches de Long Haoxian. Les autorités de la zone sécurisée devaient donc se renseigner sur eux. Et le serpent demanda immédiatement le vieux quai, posant la question cruciale. De plus, un homme supplémentaire se trouvait dans ce poste de commandement, nommé Ligo, un homonyme de Lionpan. Il avait été envoyé soi-disant de la capitale. Ligo tourna également son regard vers Lionpan, qui était en communication. Il était arrivé il y a un peu plus d'1 mois, c'est-à-dire après que Long Haoxian et les autres soient entrés dans le lieu d'épreuve, traversant montagnes et rivières, parcourant des milliers de kilomètres jusqu'à cette zone sécurisée. Ce voyage, sans ses capacités d'éveiller et sa force, ne lui aurait pas permis d'arriver. On peut dire que la plupart du temps, il avait marché avec ses propres jambes. Les voies de communication extérieures avaient été presque entièrement détruites par le grand tremblement de terre, il restait peu de routes en bon état pour conduire. Quant aux avions, inutile d'y penser. Les bêtes étranges sur le sol pullulaient dans la nature, et le ciel non plus n'était plus sûr. Ces oiseaux étranges, bien qu'encore de faible puissance, étaient extrêmement nombreux. Même les avions les plus avancés, pouvant décoller depuis des pistes dégagées pour un appui-feu, peinaient à voler librement. Dans les cieux comme auparavant, presque aucun endroit au monde n'avait été épargné. Chaque zone sécurisée n'était qu'un dernier refuge construit par l'humanité. Derrière les hautes murailles, elle protégeait les habitants, mais aussi perdait toute domination sur l'extérieur. Les humains se retranchaient dans leur ville, entrant dans une aire de base fortifiée. Et même ces zones sécurisées n'étaient pas sûres, certaines petites bases, en ces quelques mois, avaient été détruites par des bêtes étranges. Quant aux gens à l'intérieur, inutile d'imaginer leur sort, la plupart étaient devenus la nourriture des bêtes. Aujourd'hui, l'humanité avait désespérément besoin d'augmenter sa puissance pour défendre ses derniers foyers. Lorsqu'il apprit que la cible qu'il devait retrouver se trouvait dans ces ruines antiques, Libo n'hésita pas à le suivre, se rappelant les paroles du vieux chef en ces temps de crise nationale. Alors que l'humanité est en danger, nous devons unir toutes les forces possibles pour protéger notre patrie. Libo était pleinement conscient de la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Ce n'était pas seulement la mission confiée par le vieil homme, mais aussi le vœu profond de la majorité des gens. Le serpent n'apparaît pas. Nous n'avons que 2 ici. Xiongda regarde le soldat humain entièrement armé devant lui. Sans l'intervention de Yunru, il ne serait pas resté sagement ici. Dans l'esprit de Xiongda, seul le chef pouvait lui donner des ordres, et cette petite fille, parce qu'elle était non seulement la disciple du chef. Ce statut le retenait, mais aussi, après tout ce temps passé ensemble, elle lui plaisait vraiment. Cette affection naturelle, c'était quelque chose que le chef n'avait pas. Les soldats postés ici étaient également nerveux. Sans Yunru, il se serait peut-être enfui depuis longtemps. Face à cet ours géant de ses cauchemars. Bien que ce ne fût pas le même, il était quand même terrifié. Oui, il faisait partie de l'équipe des jeunes. Cette période, c'était justement leur équipe qui montait la garde ici. Long Haoxian recommença une fois de plus son propre voyage de combat contre lui-même. Après une longue accumulation d'expérience et d'apprentissage, il a enfin réussi à tenir quelques rounds contre ce type avant de se faire tuer, au lieu d'être éliminé dès le début. Pas mal,
il y a du progrès. Après avoir ressuscité une fois de plus, Long Haotian a enfin trouvé une faille chez ce gars, bien que l'autre soit plus forte en expérience et en technique. Et dans tous les autres aspects, il y a pourtant un point, ou plutôt, c'est son talon d'Achille fatal. À savoir qu'il est trop rationnel. Une machine est une machine, une copie n'est finalement pas l'original. Il n'y a aucune possibilité de croissance. Il reste ce qu'il était, mais lui, après s'être fait anéantir maintes et maintes fois, sa marge de progression n'est plus simplement un petit pas. C'est de plus en plus intéressant, même s'il ne réussit pas cette épreuve. Ses acquis sont tout aussi abondants. Long Haotian n'a pas commencé cette épreuve, il répète sans cesse la relecture. De ses combats répétés contre ce type, ses propres insuffisances et les failles de l'adversaire. Il n'y a pas d'or pur, ni d'homme parfait. Encore moins pour une copie. Il lui reste une trentaine d'occasions. Tant qu'il découvre les faiblesses de l'autre, le vaincre n'est qu'une question de temps. Un mois plus tard, à l'extérieur du campement renforcé. Attention, un tir de sniper. Yanru, accompagné de Xiongda, suit ce groupe de soldats en patrouille à l'extérieur du campement. Bientôt, ils se préparent à regagner le camp. Leur mission est de nettoyer les bêtes étranges de la journée, puis d'escorter les soldats chargés du transport en toute sécurité. De toute évidence, la zone de sécurité de Wangjian a l'intention d'établir ici une base relativement durable. On peut comprendre cette idée des autorités. Après tout, cet endroit n'est qu'à une demi-journée de route de la zone de sécurité, et il y a ces ruines encore inexplorées. Face à une position aussi stratégique, tant qu'on n'a pas compris ce que renferment ces ruines, les autorités ne se retireront pas. Avant de partir, son maître Long Haotian lui avait recommandé certains secrets concernant leur trio. Il ne doit pas les révéler aux étrangers. Quant aux autres affaires, il peut en dire quelques-unes, mêlant vérité et mensonge. C'est aussi une précaution de Long Haotian. Après tout, Yanru elle-même est assez naïve et manque de ruse. Face aux vieux renards rusés parmi les humains, garder certains secrets n'est vraiment pas facile. Bien qu'il ait toujours été proche des humains et maintenu une position neutre, il ne souhaite en réalité soutenir que la famille de Yanru. Dans ce monde, il veut un endroit où reposer son âme. Pour les autres, il reprend la même phrase. Si on ne me cherche pas, je ne cherche personne. Si on me cherche, je tue sans hésiter. Au départ, Yanru était assez perplexe face aux recommandations de Long Haotian. Selon son caractère, soit elle ne dit rien, soit elle dit la vérité. Lui faire mentir n'est pas son style. Mais finalement, face aux questions de Li Yongfeng et Li Go, elle a choisi le silence sur certains points clés. Sans rien dire. Après tout, après cette grande catastrophe, ayant traversé toutes sortes d'épreuves, Xiaofan est devenu plus mature. Les humains finissent toujours par grandir, et le prix de la croissance signifie souvent perdre quelque chose. Voyant qu'ils ne pouvaient pas en tirer grand-chose, Li Yongfeng, Li Go et les autres n'osèrent pas trop faire pression. Une bête étrange de niveau général, une télesthète dont la puissance de combat égale celle d'un général de haut rang. Si cette personne se mettait vraiment en colère, tous les soldats ici subiraient une catastrophe. Une telle situation, un tel prix, en tant que chef. Il ne voulait absolument pas la voir. De plus, ce mystérieux serpent géant se trouve dans la caverne souterraine. Ces deux-là, en seulement 2 ou 3 mois, ont atteint un tel niveau. Alors, à quel niveau de puissance ce serpent géant, leur chef, se trouve-t-il maintenant? Nul ne le sait. Il n'y a pas d'éveillés en dehors du camp, mais la plupart ne sont que des soldats de bas niveau. Les soldats de niveau intermédiaire sont rares, et les soldats de haut niveau ne sont que 2 ou 3 dans tout le camp. Xiaofan s'est aussi entraîné avec eux, face à 20 lames volantes. Personne n'a tenu un seul round contre lui, face à un allié aussi puissant. Le maître Li Yongfeng l'a sincèrement supplié et invité, faisant de lui l'instructeur en chef du régiment renforcé. Après tout, bien que cette fille soit jeune, que ce soit par sa propre force ou par celle de son soutien derrière elle, elle est loin d'être ordinaire. Surtout sa compréhension et sa connaissance du QI spirituel, à ce jour, dans cette région. Personne ne peut l'égaler. Les éveillés qui n'avaient aucune direction et n'absorbaient que par instinct. Sous sa direction, en à peine un mois, ont fait des progrès fulgurants. Leur force changeant chaque jour. Xiaofan a aussi réalisé à quel point la technique que son maître lui avait transmise, le Spirit Sense, est monstrueuse. Il faut savoir qu'elle n'a fait que transmettre certaines des expériences qu'elle a tirées du Spirit Sense à ses grands frères et grandes sœurs, et cela a déjà eu un tel effet. Si l'on pouvait réellement exploiter l'ensemble des capacités de la perception spirituelle, cela représenterait une lueur d'espoir dans l'obscurité pour l'humanité tout entière. Ainsi, finalement, Xiaofan a choisi de rester. Elle attendait que son maître sorte de sa retraite. Après tout, une affaire aussi importante. Sans la permission de son maître Changlong, elle n'oserait pas prendre une décision de son propre chef. Respecter le maître et vénérer la voix n'est pas qu'une simple parole. 3 perles d'or noir déchues sont apparues ici. Par hasard ou non, Xiaofan fronça légèrement les sourcils, avec une maturité qui n'appartenait pas à son âge. Elle dit d'une voix posée, « N'ayez pas peur, reculez ». Xiaofan regarda les 3 perles d'or noir, plus hautes qu'un étage. Immédiatement, elle activa les lames volantes sur elle. Xiongda, sans attendre les ordres de Xiaofan, se jeta tout naturellement sur la plus grande d'entre elles. Les soldats, quant à eux, étaient extrêmement nerveux. Ils serraient fermement leurs armes à feu, mais n'attaquaient pas immédiatement. Ils escortaient lentement leur propre retraite, reculant prudemment tout en observant ces 3 énormes créatures.
D'une part, lorsqu'ils avaient découvert ces 3 perles d'or noir, la distance entre les deux parties n'était que de 4 à 500 mètres. Avec une distance si courte, si l'ennemi chargeait, il serait facile de réduire l'écart. D'autre part, c'était une vallée étroite et longue, entourée de montagnes de tous côtés, avec seulement une petite zone centrale faite de quartiers résidentiels abandonnés et de champs. Une route usée servait de voie de communication principale reliant le camp à la zone de sécurité. Bien qu'ils soient une centaine ici, la plupart doivent assurer la sécurité du convoi. De plus, même s'ils montaient, ils ne pourraient pas aider beaucoup. Cela ne ferait qu'augmenter les pertes, et pourrait même blesser leur allié Xiongda. Des lames volantes fabriquées à partir d'os de Wolverine déchu, mélangées à des métaux spéciaux, sous le contrôle de la force psychique de Xiao Fan, se dirigèrent vers les 2 perles d'or noires restantes. Elles volèrent comme des météores. Ces lames n'étaient plus celles de la dernière fois. Cet ensemble de lames en alliage, pour s'attirer les faveurs de Xiao Fan et de Shanglong derrière elles. Les dirigeants de la zone de sécurité de Wangjian ont investi des sommes considérables cette fois. Il faut savoir que les êtres déclassés ne sont pas si faciles à tuer, surtout parmi les humains actuels. Il n'y a pas non plus beaucoup de puissants de niveau déclassé. Vouloir chasser une bête mutante de niveau général demande un prix considérable. Le loup-garou, comme son nom l'indique, est une bête mutante réputée pour sa défense. Et en termes de force, il est également très puissant. Dans le classement humain des bêtes mutantes, le loup-garou se classe 3e parmi les bêtes mutantes de type loup. Quant aux sangliers sorciers d'or, leur pelage est comme de leur sorcier, et leur peau est dure comme du fer. Les balles ordinaires ont du mal à percer leur défense. Cette espèce de bête mutante n'a pas encore été découverte en dessous du niveau déclassé. Lorsqu'elles apparaissent aux yeux des humains, elles sont déjà de niveau déclassé. Quand Xiongda a déployé le plus grand sanglier sorcier d'or, au moment où Xiao Fan a lancé son attaque de lame volante, les 3 sangliers sorciers d'or ont aussi bougé. Ils semblaient avoir perçu que ces 2 gars devant eux étaient plus menaçants que ces bêtes à 2 cornes. Il fallait d'abord éliminer ces 2-là pour pouvoir dévorer ces bêtes à 2 cornes. L'un d'eux avait un regard plein de colère et de ressentiment. Il se souvenait clairement qu'autrefois, dans une porcherie, beaucoup de leurs semblables avaient été enfermés par ces bêtes à 2 cornes, puis tués. Sans ce grand tremblement de terre, ils n'auraient pas survécu par hasard, et n'auraient pas avalé accidentellement un fruit. Sinon, il aurait suivi le sort de ses membres de sa famille. Ainsi, dévorer les bêtes à 2 cornes est devenu son obsession, sa vengeance. Ces bêtes à 2 cornes doivent payer. Mais il n'était encore qu'un enfant. L'officier Xiao Fan paraissait très calme en apparence. Mais face à ces 2 sangliers sorciers d'or de niveau général, il ressentait quand même une grande pression. Lui-même avait toujours été l'assistant du maître et de Xiongda, chargé de soutenir depuis le côté. Il était devenu l'instructeur du renfort des rôdeurs absolus, occupant une position centrale, mais la plupart des chasses concernaient des soldats ultimes et quelques soldats avancés. C'était la première fois qu'il affrontait seul des bêtes mutantes de niveau général. Et en plus, 2 à la fois. Le visage grave, il n'osait pas sous-estimer l'ennemi. La défense du sanglier sorcier d'or n'était vraiment pas à prendre à la légère. Bien que l'outil en alliage dans les mains de Xiao Fan soit fait d'os de loup-garou, associé à un métal spécial forgé, il était très difficile de percer complètement la défense du sanglier sorcier d'or en peu de temps. C'était très difficile. Plus important encore, Xiao Fan ne pouvait pas reculer. Il ne pouvait que harceler depuis le côté. Car derrière lui se trouvaient les soldats de la compagnie. S'il ne pouvait pas empêcher ces 2 gros monstres, par des harcèlements, d'interférer avec leur direction d'attaque. Ainsi, le sort de ces soldats était évident. Sous le contrôle de Xiao Fan, 20 lames volantes filaient aussi vite que des météores, traversant l'air en va-et-vient, se divisant en 2 groupes, pour attaquer les 2 sangliers d'obsidienne devant eux. Cette manœuvre exigeait une très grande maîtrise de la part du maître mental. Mais heureusement, ces derniers temps, Xiao Fan avait beaucoup progressé dans ce domaine, grâce à son entraînement aux côtés de Chenglong. Face aux attaques des lames volantes de Xiao Fan, les 2 sangliers d'obsidienne n'osaient pas se distraire et répliquaient avec prudence. Bien que pour l'instant ils ne parvinssent pas à percer leur propre défense, chaque impact des lames volantes était d'une violence inouïe. Non seulement cela retardait leur contre-attaque, mais la force de ces impacts était aussi extrêmement douloureuse. Comme un énorme marteau de fer s'abattant violemment sur eux, ils grimaçaient de douleur et poussaient des cris furieux. Et bien qu'ils eussent une peau épaisse et une chair résistante, face à ces lames volantes harcelant à grande vitesse, au fil du temps, des blessures apparurent. Cependant, ces bêtes dégradées avaient une défense corporelle bien supérieure à celle des soldats monstres ordinaires. Non seulement cela, mais leurs os, leurs tendons et leurs muscles possédaient également une capacité défensive, qui les distançait de loin. De l'autre côté, le combat entre Xiongda et son adversaire était tout aussi intense. Les 2 bêtes colossales s'entrechoquaient, telles 2 petites collines, provoquant une pagaille indescriptible. Entre eux, il n'y avait pas beaucoup d'actions spectaculaires, l'un chargeait pour harceler, l'autre frappait de sa patte d'ours. Même les maisons déjà en ruine, sous leurs assauts, furent une fois de plus complètement détruites. Chef de section, faut-il qu'on aille soutenir, demanda un soldat, les yeux rivés sur la situation au front. Bien que le combat n'ait duré qu'1 à 2 minutes, ils avaient l'impression qu'un siècle s'était écoulé. Très long, leur cœur battait la chamade à chaque attaque et chaque défense de Xiao Fan et Xiongda. La sueur froide leur coulait sur tout le corps. L'ours noir et le plus gros sanglier d'obsidienne se battaient à armes égales.
et semblait même avoir pris légèrement l'avantage, sans trop d'inquiétude. Mais devant eux, Xiao Fan leur semblait sous une pression énorme, car en termes de force, son corps n'était pas encore entré dans le rang des généraux. Comparé au sanglier d'obsidienne, dont le corps avait subi l'épreuve de l'évolution, il était encore très loin derrière. Sans ces lames volantes étranges qui retardaient l'attaque adverse, il aurait déjà succombé. Plus important encore, les plus perspicaces voyaient que si la jeune fille n'avait affronté qu'un seul sanglier d'obsidienne, la victoire n'aurait été qu'une question de temps. Mais ici, son adversaire était au nombre de 2. Ces créatures, sorties tout droit des combats entre monstres, étaient très expérimentées. Trouvons des positions avantageuses et dispersons le feu. Nous devons attirer l'attention de l'une de ces bêtes. Soulager la pression sur notre petit instructeur. Ainsi, quand Grand Ours aura gagné, nous aurons une chance de renverser la situation. Le chef de section se tourna immédiatement vers les soldats derrière lui. Et ses provisions? C'est le ravitaillement des frères du camp. Demanda alors un soldat. Le chef de section le regarda sans le blâmer. Après tout, dans cet environnement apocalyptique, ces provisions étaient durement acquises, prélevées sur les rations des habitants des zones sécurisées. Sous la grande catastrophe, de nombreuses installations de la région centrale avaient été détruites lors du super-séisme. Bien qu'au cours des derniers mois, les humains aient lutté pour se sauver. En construisant des villes pour se défendre, ils survivaient encore à peine, vivant au jour le jour. Mettons-les de côté pour l'instant. Tuons d'abord ces 3 bêtes. Leur but est de nous chasser. Ces provisions ne sont pas assez attrayantes, il n'y aura pas trop de problèmes. En entendant les paroles du chef de section, les soldats cessèrent de tergiverser et commencèrent à chercher des positions avantageuses, ouvrant le feu sur l'un des sangliers d'obsidienne. Grâce à la diversion des soldats, la pression sur Xiao Fan diminua considérablement. La vallée étroite, bien que défavorable pour utiliser les bâtiments pour se défendre et attaquer, limitait également les sangliers d'obsidienne dans l'expression de leur véritable puissance. Les bêtes dégradées, bien qu'ayant une certaine intelligence, étaient encore inférieures aux humains. Xiao Fan, par des manœuvres habiles et périlleuses, esquiva la charge d'un sanglier d'obsidienne, tout en continuant à manipuler ses lames volantes, tandis que l'autre sanglier s'apprêtait à ouvrir sa gueule pleine de crocs vers un soldat à côté, et commençait à se cambrer. Un petit couteau noir de la taille d'une demi-pouce s'enfonça instantanément dans son œil. Le soldat, qui pensait sa dernière heure venue, ferma les yeux en attendant la mort, mais découvrit que la bête poussa soudain un rugissement de rage, et heurta violemment un mur, poussant des cris stridents de douleur. De l'autre côté, Xiongda était finalement un peu plus fort que son adversaire. Le Huijinju, après avoir réalisé qu'il n'était pas de taille face à Xiongda, a choisi de fuir. Xiongda, qui voulait initialement le poursuivre, a soudainement arrêté son élan. Après que la tête d'ours ait regardé Xiao Fan non loin, il a immédiatement couru à toute vitesse, soulevant un nuage de poussière. Il a bondi sur celui qui avait l'œil blessé et l'a attaqué, finalement. Après la fuite de ce Huijinju, les 2 autres sont tombés dans ce quartier résidentiel en ruine. Et le coup pour les humains a été la vie de 2 soldats et 7 soldats blessés. Les fournitures étaient relativement intactes, peu de pertes. Et ces soldats morts ou blessés étaient essentiellement pour retarder les pas du Huijinju, pour éviter d'être détruits et touchés. Xiao Fan était dans un état pitoyable. Haletant, regardant les 2 soldats qui n'avaient pas laissé de squelette complet, ses yeux laissèrent involontairement paraître de la tristesse. Il y a quelques minutes encore, ils étaient ensemble, riant et parlant, des personnes vivantes, et maintenant ils ont disparu. Son cœur était rempli de reproches. S'il avait été un peu plus fort, cela ne serait pas arrivé. En fait, lorsque ces 2 soldats ont été attaqués, Xiao Fan voulait les secourir, mais il a été retenu par un autre Huijinju. Incapable de se libérer, il a dû regarder impuissant alors qu'ils étaient tués. Très triste. Ce n'est pas de ta faute. Tu as fait de ton mieux. Ils sont morts honorablement. Sans vous 2, nous aurions peut-être été anéantis. Le chef de section était tout aussi affligé, mais voir ses camarades tomber sous ses yeux, c'est dur pour tout le monde. Mais en voyant l'air triste et accusateur de Xiao Fan, il ne put s'empêcher de le réconforter. Ce qu'il disait venait du cœur. Bien que Xiao Fan soit fort, il est encore un enfant. Ne lui en veux pas. Petite sœur cadette. Petite sœur cadette, bien, digne d'être mon disciple, Chenglong. Tu as fait de grands progrès ces derniers temps. Alors que Xiao Fan était abattu, une voix familière résonna dans son esprit. Maître, les yeux de Xiao Fan regardèrent involontairement autour d'elle. Mais elle ne vit pas la silhouette familière et ne put s'empêcher de secouer la tête. Elle crut avoir une hallucination. Pauvre petite, je suis encore sous terre maintenant. Je dois encore attendre un peu avant de sortir. Cependant, votre combat tout à l'heure. Je l'ai bien vu, même si ce n'était pas parfait, pour toi, maintenant. C'était déjà très bien. Mais ces 2 grands frères sont morts. Si j'avais fait un peu plus d'efforts, peut-être ne serait-il pas mort. Xiao Fan avait l'air un peu abattu. Bien qu'il ait vu beaucoup de vie et de mort depuis la grande catastrophe, au fond de lui, il ne voulait pas que ceux qui l'entourent soient blessés. Petite sotte, dans ce monde chaotique. La mort n'est-elle pas une chose courante? Cela fait plusieurs jours que tu me suis, tu as vu tant de naissances et de morts. À l'avenir, il y aura encore plus de séparations qui t'attendent. Tu devrais t'y habituer. Dans une salle très lumineuse, Chenglong tournait au centre de la salle, réconfortant Xiao Fan. À ce moment-là,
il était de très bonne humeur. Cette récolte était vraiment inattendue. Alors, face à l'abattement de sa petite apprentie, il utilisa immédiatement sa force mentale pour la réconforter. Cette petite fille était vraiment bien, si ce n'était pour ta présence spéciale. J'aurais peut-être choisi elle pour recevoir l'héritage du maître. À côté de Chenglong, dans les airs, flottait une petite fille d'1 mètre de haut. Derrière elle, une paire d'ailes noires battait doucement. De chaque côté de sa tête, au-dessus des oreilles, se trouvait une paire de cornes courbes, comme du diamant, avec son visage délicat et son regard charmeur. Sa beauté était à couper le souffle. Elle portait une combinaison argentée moulante, et sur sa peau exposée brillaient des points de lumière comme des étoiles. Derrière ses fesses, une queue mécanique en métal remuait légèrement, extrêmement sexy. Cependant, dommage, cette créature n'était qu'une projection, sans corps, seulement visible. La première fois que Chenglong l'a vue, il est resté figé, et a crié à la perfection. Oh, petite quatrième sœur, si je n'étais pas là, tu aurais choisi la petite fille? Les paroles de Xiao Lingdang éveillèrent la curiosité de Chenglong, qui demanda malgré lui. Appelle-moi, maître démon quatrième sœur. Mais tant que tu ne m'auras pas reconnu comme maître, tu n'as pas le droit de m'appeler petite quatrième sœur, compris? Quatrième sœur, agacée, lança un regard noir à Chenglong et émit un léger grognement. D'accord, petite sœur, j'ai compris. Chenglong, un peu désemparé, regarda l'être devant lui et ne put s'empêcher de penser. Quatrième sœur, n'est-ce pas simplement une sœur cadette? Son propre maître de transmission. Décidément, il y avait une histoire derrière tout ça, probablement un de ces triangles amoureux clichés. Le frère aîné aimait sa sœur cadette, mais celle-ci épouse un autre. J'ai attendu plus de 500 000 ans. Sur cette planète pourrie, sans jamais trouver la personne idéale. Je ne m'attendais pas à ce que cette fois-ci. Je tombe par hasard sur vous deux, des êtres qualifiés. J'étais à la fois surpris et ravi. Plus important encore, vous étiez ensemble. Cela m'a encore plus étonné. Car il est déjà très rare de trouver des êtres capables d'éveiller le domaine cérébral et de développer leur pouvoir psychique à 80. Sans parler d'atteindre 100 et de devenir un maître des pensées. Ce genre de vie est extrêmement rare dans l'univers, et encore moins sur cette planète pourrie où vous vous trouvez. À la même époque, il y en a deux, surtout toi, espèce d'anomalie. Avec ta puissance psychique colossale, toi qui n'es qu'un simple apprenti. Posséder une force psychique aussi forte, comparable à ta constitution physique, cela suffit à montrer que ta force d'âme est également très puissante, parfaitement capable de cultiver 5 âmes simultanément. Tu es exactement le genre de disciple que mon maître recherchait ardemment. Quant à cette petite fille, bien qu'elle soit inférieure sur le plan physique, et que sa pensée soit bien plus faible que la tienne, ce monstre, elle reste un sommet de cette planète. Si je ne vous choisis pas, vous deux, qui d'autre pourrait choisir? En entendant cette créature le complimenter, Chenglong ne pouvait s'empêcher d'être un peu fier. Il était vraiment l'élu du destin. Finalement, il avait une chance insolente. Non seul le système de dévoration l'avait choisi, mais même l'héritage de ce prédécesseur, disparu il y a des centaines de milliers d'années, lui était parvenu. Si cela ne fait pas de lui l'élu du ciel, chéri de l'univers, alors à quoi ressemblerait un véritable élu? Voyant l'air satisfait de Chenglong, quatrième sœur lui donna directement une chic note sur la langue. Puis elle ajouta, te voilà déjà orgueilleux, ce n'était que quelques compliments légers. Ton niveau actuel, comparé aux êtres du même calibre dans l'univers, n'est même pas de la poussière. Il ne faut pas se laisser griser par la réussite. Souviens-toi, quand le maître parcourait l'univers. Même s'il était un être d'un talent exceptionnel, il n'osait pas non plus se laisser griser. L'univers est si vaste qu'on n'en voit pas les limites. On ne sait combien d'êtres et de races il a engendré. Même si l'ancien maître a parcouru l'univers pendant des dizaines de millions d'années, il n'en a exploré qu'une infime partie. Sa connaissance n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan sous le ciel. Un jeune cultivateur doit avoir un cœur rempli de respect. Compris? La petite sœur, d'un air posé et expérimenté, enseignait le Chenglong devant elle. Tu dois savoir que le talent, le sang et autres dons innés, s'ils sont certes importants, les occasions, la nature de l'esprit, la diligence, ce que vous, humains, appelez les qualités acquises sur la voie de la cultivation, sont aussi des éléments à ne pas négliger. Même si un jour, tu deviens le plus fort de ta planète. Dans l'univers, tu ne seras qu'un être de niveau poussière. Car, des petites galaxies, aux vastes régions stellaires, amas de galaxies et empires cosmiques, sous ces divisions territoriales, les génies deviennent de la poussière dans la foule. Comme le disent les humains. Il y a toujours un ciel au-dessus du ciel, un homme au-dessus de l'homme. En entendant les paroles de la petite sœur, Chenglong ne put que se taire. Elle avait raison. Sa vision du monde, son niveau de cultivation, n'était que ceux d'une grenouille au fond d'un puits. Il devait garder un cœur humble, un pas résolu, afin de pouvoir avancer pas à pas, atteindre des niveaux plus élevés et protéger tout ce qu'il voulait protéger. Voyant le silence de Chenglong, la petite sœur sourit et enchaîna. Ne te sous-estime pas non plus. Je peux te choisir comme héritier au nom du maître. Cela prouve que tu es suffisamment remarquable. Sache qu'à l'époque, ceux qui voulaient devenir disciples du maître et rejoindre les rangs de l'étoile des nuages comptaient des élites des empires cosmiques, mais ils ne méritaient même pas un regard du maître. Et parmi ces gens, il y avait des niveaux cosmiques, voire des niveaux souverains des domaines. Donc, on peut dire que tu as de la chance.
Niveau cosmique, niveau souverain des domaines. Est-ce la classification au-dessus du niveau stellaire, demanda Changlong. Il avait précédemment appris l'existence du niveau stellaire dans le système, mais n'avait pas une idée claire des niveaux supérieurs. En raison des niveaux et des paliers mentionnés ci-dessus, ceux-ci sont encore scellés pour l'instant. C'est la première fois que j'apprends cela de la bouche de quatrième sœur. Réprimant l'impulsion de poser des questions, j'attends que quatrième sœur continue à parler. Après tout, réprimé pendant tant d'années, trouver enfin quelqu'un avec qui communiquer, ce sentiment, il le comprend très bien. Je n'ai qu'à continuer à écouter. Après tout, ce type, à côté de mon oreille, a déjà jacassé pendant un bon moment. Voilà ce que je fais. Revenons à la veille. Après avoir subi 42 échecs, Changlong était désormais capable, devant ce double, de tenir plusieurs dizaines d'échanges. Il y avait même eu plusieurs fois où il avait failli, de justesse, parvenir à vaincre complètement son adversaire. Mais dans un véritable combat à mort, ce de justesse reste un de justesse. Il ne fallait pas prendre cela à la légère. Changlong, rétabli une fois de plus, observa son propre corps. Et ne put s'empêcher de s'exclamer, ma force actuelle écrase complètement mon moi d'avant. Bien qu'il s'agisse toujours d'une soumission de haut niveau, l'écart entre les deux est incomparable. Le niveau et le palier indiquent uniquement la différence fondamentale entre les individus. Mais la victoire ou la défaite dans un combat, surtout dans un combat à mort, c'est prodige capable de tuer des plus forts que soit par dépassement de rang. Chacun d'eux est, sans exception, un individu exceptionnel sous tous les aspects, que ce soit l'équipement, les compétences, la conscience de combat personnel, ou même les facteurs environnementaux comme le moment propice et le terrain. Ils savent parfaitement utiliser chaque élément, même un brin d'herbe, un arbre, une goutte d'eau, tout devient un atout décisif sur le champ de bataille. Changlong se leva une fois de plus sur place, ferma les yeux, et dans son esprit surgit le déroulement de son combat contre son double. Cet espace virtuel d'épreuve était extrêmement convivial. Chaque combat offrait un décor différent, et l'on pouvait dire qu'il était à 100%. Un environnement réel. Chaque brin d'herbe, chaque arbre, pendant le combat, avait une influence importante sur lui. En particulier, sa propriété de puissance mentale spirituelle, qui était déjà élevée à la base. Sous les assauts du double, Changlong apprenait encore et encore. Et il parvint enfin à comprendre la technique de Xiao Fan consistant à manipuler des objets non reconnus. Auparavant, sa puissance mentale spirituelle était simplement forte, bien qu'il possédât l'illusion mentale et la réponse de l'âme. Ces deux compétences liées à l'attribut de la volonté psychique n'avaient, la plupart du temps, que peu d'utilité. Ce n'était qu'un moyen auxiliaire. Mais maintenant, après avoir été massacré des dizaines de fois, il avait une compréhension claire de tous les moyens dont il disposait. Allons-y. Pour notre dernier combat. Changlong ferma longtemps les yeux, puis les rouvrit enfin. Cette fois, je le tuerai, ce double de moi-même. Après avoir observé attentivement l'environnement de simulation cette fois-ci, il s'agissait d'une gorge étroite et allongée. La gorge mesurait environ 2 km de long, avec une largeur maximale d'un peu plus d'un lit. À l'endroit le plus étroit, elle faisait 20 à 30 mètres de large, flanquée de falaises hautes de plusieurs centaines de mètres, complètement dénudées. À part quelques rochers saillants, il n'y avait aucun arbre ni aucune herbe. Et lui-même ainsi que cet individu se trouvait exactement aux deux extrémités de la gorge. Digne. L'épreuve continue. Le compte à rebours commence. Alors que le signal retentissait, un son clair martelait le rythme. 3, 2. Au moment où le compte à rebours débuta, Changlong bougea. Frapper le premier est un avantage, frapper en second est une calamité. Sa silhouette, tel un mirage, produisit un bang sonique dans l'air. Le double, bien sûr, ne resta pas passif. Il bougea également son corps, disparaissant sur place. La collision la plus primitive, et aussi la plus passionnée des confrontations physiques, commença immédiatement. Leurs attributs et qualités physiques étaient identiques. Ce qui se jouait désormais, c'était uniquement la technique de combat et la conscience. Après avoir été vaincu des dizaines de fois, Changlong avait également découvert que cet individu devant lui, à chaque début de combat, héritait des compétences de combat de la fois précédente, comme une IA capable d'auto-apprentissage. Bien qu'il ne possède ni émotion ni souvenir personnel, il était d'une intelligence redoutable au combat. Pour le vaincre, il fallait partir de ce point. À plusieurs reprises, lors des affrontements avec cet individu, Changlong remarqua que l'adversaire attaquait toujours ses points faibles, le forçant à s'agiter, tandis qu'il gardait fermement le rythme. C'est pourquoi, lors des combats suivants, Changlong tenta désespérément de reprendre l'initiative du rythme, pour ne pas se laisser entraîner dans son piège. Lorsque Changlong vit l'adversaire se précipiter vers lui à une vitesse fantomatique, à moins de 20 mètres de distance, Changlong n'a pas cherché à se fronter de front, mais a plutôt foncé vers une falaise ou une paroi rocheuse dépassée d'une dizaine de mètres, pour éviter l'étreinte du double. En effet, il ne s'agissait pas de s'y enfouir, car cette falaise simulée n'avait aucune grotte où se cacher. Non, il a directement percuté la paroi. Ce geste a involontairement fait bouger le double, qui ouvrit alors une gueule béante, prêt à mordre le corps de Changlong. Ce n'était qu'un programme, ses techniques de combat et son expérience étant dérivées de l'analyse du physique de Changlong. Après une duplication améliorée en arrière-plan, ce double était devenu aussi redoutable. À quelques dizaines de mètres,
La vitesse de Chenglong atteignait les limites de son corps, il semblait sur le point de heurter la saillie rocheuse. Mais il tourna soudain la tête, son corps formant un angle de 90 degrés, toutes ses écailles déployées, se collant à la paroi rocheuse, s'y fixant solidement. À cet instant, le double se trouvait juste en dessous de lui. Chenglong, sans hésiter, tourna la tête et cracha un jet de venin directement sur le double qui le poursuivait. Pour être honnête, à son niveau actuel de haut rang, son jet de venin, bien qu'ayant une certaine puissance, ne pouvait infliger de blessures mortelles, mais Chenglong n'espérait pas que ce jet de venin ait un grand effet sur le double, il voulait simplement perturber ses mouvements. Dès que l'autre esquiverait son venin, cela créerait, comme maintenant, un bref intervalle de temps. Cet intervalle, dans un combat de haut niveau, équivaut à une immense faille. Un instant crucial pouvant décider de la vie ou de la mort. Comme prévu, bien que le python géant soit un double, c'était sa propre copie, contrainte de suivre les instincts animaux. Lorsqu'il tourna la tête pour éviter le venin, cela donna une chance à Chenglong. À un moment critique, Chenglong, accroché à la paroi, ouvrit à son tour une gueule béante, et d'une rapidité fulgurante. Mordit directement au point vulnérable du double, à 7 pouces de sa tête. Le double tenta de se débattre, refusant d'abandonner. La partie inférieure de son corps, bien que mordu, s'enroula vers Chenglong. Mais face à cette manœuvre, Chenglong avait déjà l'esprit clair et la connaissait bien, après tout, ils étaient du même niveau. Il était presque impossible pour le double de le tuer. Plus important encore. Le clone veut mourir seul, c'est presque impossible. Plus important,